Ce podcast vous est proposé avec la participation de la boutique No Watch et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geeking. Ça va les jeunes? Il y a du monde en fait, vous les voyez pas mais vous allez les voir après. Chut, il y en a qui dorment. Donc cette semaine on va parler de plein de choses, mais surtout d'Angoulême. Ouais, parce qu'en fait on a envoyé Timothée, Audrey, franchement on espérait qu'ils reviennent pas. Malheureusement ils sont revenus. Bon voilà, ils ont éclaté une roue, mais ça c'est une autre histoire. Qui vont venir donc nous parler de bande dessinée. Tous les thèmes à peu près vont tourner autour de la bande dessinée, sauf mon sujet. Voilà. Et on a un invité cette semaine, mais on en parlera tout à l'heure. Et justement, on reste toujours dans l'univers de la BD, puisqu'il s'occupe entre autres d'un site de bande dessinée, donc on vous fera découvrir ça. Et en attendant, Magnéto. On retrouve Sophie pour nous parler d'une série. Et vous allez me dire une série, mais on a dit qu'on parlait de bande dessinée. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un rapport, bon, un peu lointain, un peu capillotracté, mais il y a quand même de la BD, s'il faut le dire. Certes, oui. Et cette série, c'est Spaced. Oui, parce que pendant qu'il y en a qui vont à Angoulême, il y en a d'autres qui n'y vont pas. Donc, pendant ce temps, on regarde des séries. Et donc, je suis tombée sur Spaced. Alors, c'est une série, comment dire, très space, hein, voilà. Avec Simon Pegg, qui a fait ensuite Hot Fuzz et Shaun of the Dead. Là, il est dans un duo comique avec Jessica Stevenson et avant de faire ces films-là, il a fait donc cette série Spaced en 1999. Son pote Nick Frost, celui qu'on voit, il travaillait aussi sur la série, il me semble. Exactement. Et donc 99 série britannique qui raconte l'histoire de deux jeunes assez paumés, des gros losers, qui se rencontrent par accident. Lui vient de se faire larguer par sa copine et il est à la porte, à la rue. Et elle vit dans un squat, elle a la ramasse totale et elle cherche aussi un appart. Et finalement, ils finissent par se faire passer pour un faux couple pour pouvoir obtenir une location dans une maison à Londres. Parce que les loyers sont hyper chers. Et puis surtout, ils cherchent des couples stables, sérieux, avec des salaires fixes, ce qu'ils ne sont absolument pas, puisque lui, en fait, travaille dans une boutique de comics et donc est dessinateur de bande dessinée, d'où le lien capillotracté. Et voilà, donc il travaille sur des comics un peu bizarres. Il n'a jamais été publié, il fait juste des petits dessins comme ça. Et sinon, il bosse dans sa petite boutique de comics, comme on voit partout dans les films. Enfin, voilà, c'est vraiment un loser. Et alors elle a envie d'être... Si vous travaillez dans une boutique de comics, vous êtes donc un loser. Voilà, c'est ça. Comme dans les films, je dis bien. Ah bon, ok. Et ensuite, donc elle veut être journaliste, mais elle a toujours rien écrit. Enfin, elle se laisse distraire par une mouche qui vole, donc elle avance jamais. Et en plus de ça, ils ont des amis complètement bizarres. On ne sait pas d'où ils sortent. C'est un peu un peu comme nous finalement. C'est un peu dans le même style que IT Crowd. Si vous avez regardé ça avec les mecs qui ont un vampire dans la cave, là c'est un peu le même style. Ils ont un voisin peintre qui est complètement allumé là. Enfin, vraiment c'est une galerie de personnages extrêmement étrange. Donc c'est un humour très particulier. Anglais super certes, anglais, ouais, mais plus que super anglais, plus que particulier, c'est un peu des connexions lointaines avec les Monty Python, parce que c'est le culte de l'absurde, du non-sens. Il y a aussi du comique de situation qui est plus classique, mais c'est vrai que parfois on se demande waouh, qu'est-ce qui se passe? Pas trop justement du pipi caca. C'est pas la scène à la Matrix qu'on a vue là-dessus. Ouais, et alors je parle surtout de cette série parce qu'elle est criblée de références geeks, surtout de films,
Donc le team, donc le personnage principal est gros fan de Star Wars, donc il y a plein de références à Star Wars et évidemment d'autres films comme 2001, l'Odyssée de l'espace. Après ils se tapent un délire à la Matrix. Il y a quelques références aux séries télé, l'Agence Touriste, Scooby-Doo. C'est des trucs, c'est super bizarre. L'Agence Touriste. Ouais, voilà, c'est des trucs on s'y attend pas. Elle est mortelle. Ah oui, c'est assez fantastique. Enfin, c'est bizarre. Par exemple, ils ont fait tout un épisode où les personnages sont sous cannabis. Donc ça donne un... Déjà que c'est barré, mais alors en plus sous cannabis, je ne me raconte même pas ce qui se passe là-dedans. Alors Simon Pegg définit sa série, attention, accrochez-vous bien, un mélange entre Les Simpsons, X-Files et Bienvenue en Alaska, qui est une série qui n'a rien à voir. C'est une série d'un médecin qui va s'installer en Alaska. Ça n'a rien à voir. On ne sait pas pourquoi, c'est super bizarre. Il a failli se produire quand même un drame international. Les Américains ont voulu faire un remake. Et là, ça aurait pu être une catastrophe. Heureusement, il y a eu une espèce de mobilisation des fans de la série parce que cette série a énormément de fans. Et donc sur YouTube surtout, ils ont commencé à faire des vidéos parodiques, etc. pour manifester leur mécontentement. Ils ne voulaient pas d'un remake. Simon Pegg et Jessica Stevenson, eux aussi, sont montés au créneau en disant hors de question, on ne veut pas de ça. La Fox avait tourné un pilote, finalement, ils ont laissé tomber, ils ont vu que ça partait très mal, donc ils ont... Ouais, de toute façon, ils auraient enlevé les scènes avec les vomis, les machins, les trucs. Donc... Ouais, parce que c'est des Anglais, donc ils boivent un petit peu. Ils sont tout le temps bourrés. Voilà, c'est ça. Donc, ils sont tout le temps bourrés. C'est ça, voilà. Donc forcément... Ça l'aurait pas fait à la sauce américaine. Mais voilà, c'est super space comme. C'est très très bizarre, mais voilà, mais ça s'appelle space. Les fausses fusillades, voilà. Non mais c'est. Voilà, ils ont joué avec des faux flingues. Voilà, ils font avec les mains, les fausses grenades. Ils font aussi des paintball parfois, moi c'est très très bizarre. Voilà, là, tu vois, on a envie de dire, parfois c'est what the fuck un peu, mais bon. Donc si vous voulez découvrir cette série. D'ailleurs je pense que c'est space. What the fuck. C'est un peu ça. Si vous voulez découvrir, donc ça existe en DVD. Il y a eu 2 saisons de 7 épisodes chacune. DVD, forcément c'est anglais, donc c'est en import anglais, mais c'est dispo avec des sous-titres anglais. Donc ça va, on peut suivre. C'est surtout du comique de situation. Et ça vaut pas grand-chose. Et ça vaut quasiment rien. 13€ sur le store Amazon FR. Et sur UK, c'est encore moins cher. Oui. Donc, avec la livre, c'est 9 et quelques. 9 et en plus, ils ont un DVD édition spéciale collector qui est génial avec un. Le collector Star Wars. Le collector Star Wars, donc l'image de la jaquette, en fait, c'est eux en personnage Star Wars. Il y a les 2 saisons dans le coffret. Il y a des petits bonus, des commentaires audio. Et ils ont un grand fan qui est Quentin Tarantino qui a laissé des critiques sur le DVD. Donc. Voilà, rien que pour ça, si vous aimez Simon Pegg, si vous aimez pas, n'y allez pas, parce que mais si vous aimez Simon Pegg, vous voulez voir ce qu'il a fait avant. Ce qui est énorme, c'est que tu fais une série et tu sors une édition collector Star Wars de ta série. Voilà, c'est ça. Non mais tu te dis, mais c'est quoi? What the fuck? Voilà, c'est ça. Non mais. Voilà, faut pas chercher parfois, je crois. C'est comme s'ils avaient fait, je sais pas, X-Files, édition collector Star Trek, tu vois, ou un truc du genre. Bon, c'est pas trop de rapport. Ou Plus belle la vie, voilà, exactement. Édition collector, Plus belle la vie. Donc, bon. Donc voilà, allez-y, ça coûte rien du tout si vous voulez vous marrer. C'est super drôle. Franchement, c'est complètement barré. Mais c'est un humour particulier quand même. Hein. Mais si vous aimez IT Crowd, vous allez adorer. Et même si vous aimez pas IT Crowd, essayez parce que, il y a même des trucs. Dans Shaun of the Dead aussi, c'était complètement allumé. Vous allez retrouver à peu près le même humour. Voilà quoi. Donc c'est assez énorme. Merci beaucoup. Pour cette super découverte. Si vous connaissiez, laissez des commentaires. Je pense qu'il y a certains geeks qui doivent connaître. Mais c'est vieux, hein, 1999. Mais c'est une petite pépite, ça. Je suis sûr qu'il y en a un paquet qui était passé à côté. Donc voilà. Celle, la pépite, oui, c'est ça. N'importe quoi. On continue toujours dans la thématique de la bande dessinée avec Audrey qui va nous parler d'une BD qui s'appelle Lolita HR. HR pour Human Revolution, ouais. C'est Human Revolution, ok. Ouais. Donc de quoi ça parle ce Lolita Human Revolution? Alors d'abord, c'est ma petite découverte d'Angoulême en fait. Donc c'est mon petit coup de cœur, sachant que bien évidemment j'ai pas lu tout ce qu'il y avait de disponible à Angoulême et que j'exclus un peu... Oui. C'est très étonnant. C'est étonnant, hein. Et j'exclus tout ce qui est comics, donc de Panini, tout ça, parce que... pour moi, c'est des achats réguliers, donc du coup, je vais pas faire des découvertes forcément là-dedans. Voilà.
Et en plus, c'est une maison d'édition indépendante, donc c'est dans le petit pavillon indépendant, et j'aime bien les indés, donc voilà. Indé, parce que... Non, j'allais faire une blague bien pourrie. Donc, Lolita HR, c'est une BD qui... Enfin, c'est même pas une BD d'ailleurs, c'est classé dans les mangas. D'accord. Donc, oui. Et ça se lit dans le sens manga ou pas? Non, c'est un manga européen en quelque sorte, je sais pas comment tu pourrais appeler ça. Un manga français. Oui, mais sauf que manga, c'est censé vouloir dire japonais. Franga. On dit un franga normalement. Manfra. Manfra. D'accord. C'est un manfra. Tu auras appris un mot ce soir, Audrey, c'est bien. C'est génial. Donc c'est Delphine Rieu au scénario et Javier Rodriguez au dessin. Ouais. Et ça parle de quoi? J'ai pas envie de te le dire. Bon, non, okay, non, si je te le dis. Alors, Lolita, que l'on voit en couverture, et comme tu dis, qui a l'air vénère, surtout sur les images qui défilent, c'est une jeune pop star qui connaît un succès fou. Elle est en concurrence avec beaucoup d'artistes qui sont en fait des robots et qui sont paramétrés pour plaire à la masse populaire, donc au plus grand nombre, et de pouvoir leur apporter ce qu'ils veulent. Sauf que Lolita se positionne en tant qu'artiste vivante, qui a des émotions et qui peut les faire passer. Ah, tu veux dire que toutes les autres, c'est des espèces de Beyoncé, Shakira... c'est plus comme le robot japonais qui danse et qui chante, tout ça. Non, avec les cheveux... L'hologramme, en fait. Oui, voilà. C'est plus dans ce genre-là. Miko Hatsune, voilà. Voilà. Oui, d'accord. Mais et alors... du coup, on est dans un monde un peu futuriste, avec ça. C'est quand même une critique de ce qui se passe aujourd'hui, quand même. Ah oui, c'est complètement une critique de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est aussi des robots. Hein. Mais tout le livre, de toute façon, est... Enfin, il critique beaucoup de choses, c'est pour ça que je l'aime bien. Par exemple, en fait, il y a un virus qui sévit, qui va toucher, contaminer l'ADN des personnes, et qui peut s'adapter à cet ADN pour toucher les ADN encore proches. Enfin, tu vois, qui va s'adapter pour contaminer le plus de monde possible. Et les personnes qui sont touchées par ce virus qui s'appelle le marabout sont parquées dans des sanatoriums pour éviter que la contagion se propage. Et les personnes contaminées, d'ailleurs, deviennent un peu plus inhumaines, en fait. Elles vont, par exemple, avoir les yeux complètement noirs, elles vont avoir des poils qui poussent sur tout le corps, enfin, voilà. Ils viennent portugais. Ça devient des Christophe. Ils ont les yeux noirs et des poils... Non, quand je dis noir, il n'y a plus de blanc dans les yeux, c'est complètement d'accord. noir. Ah non, les Portugais sont pas comme ça. Non. Excusez-nous. On a juste les poils, par contre. Mais... Ok. Et donc dans l'histoire, comme tu as pu le deviner, Lolita est l'une des héroïnes. Et non, elle n'est pas portugaise. Et il y a un deuxième... Moi, je pensais à portoricaine. Une deuxième personne que l'on suit, qui s'appelle Mehdi, qui lui est parqué dans un sanatorium et qui s'enferme dans ses rêves, dans son petit monde, qui joue blasé. Il a les yeux noirs aussi, donc. Il est contaminé ? Non. Il n'a pas de signe apparent, parce que ça peut arriver qu'il n'y ait pas de signe apparent. Ça vient après, en fait. C'est une progression de la maladie. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi... Enfin, tout le monde... Enfin, le gouvernement fait en sorte que tout le monde ait très peur de ce virus. Il y a beaucoup de détecteurs dans les rues, un peu partout, pour contrôler... Alors, c'est comme un scanner, tu passes, et ça dit si c'est dit qu'il y a un malade. En gros, ils vont lâcher une bombe. Pour faire simple. Et la population, personne s'émeut, c'est normal, quoi. C'est tant mieux, c'est pour notre bien, enfin, tout va bien. D'accord. Donc, tu passes un scanner, t'es détecté, on te défonce. C'est ça. Et les gens autour aussi, d'ailleurs, au passage. Non. Bon. Non, mais tu vois, tout le monde trouve ça normal. Enfin, bref. Ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'on n'a pas de super-héros qui incarnent le bien. Tout est un peu en demi-teinte. Donc Mehdi, par exemple, il s'enferme dans son monde. À un moment, il se drogue. Il est complètement fan de Lolita et il s'enferme dans cette bulle. Et tu te dis, mais ce mec, qu'est-ce qu'il fait? C'est un blasé. Et en fait, après, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses derrière. Lolita, pareil, elle fait beaucoup la fille rebelle, toute jeune, mais qui s'amuse à dévoiler sa sensualité à tout le monde. Enfin, elle embrasse sans problème les présentatrices de télé quand elle fait des interviews. Enfin, elle joue beaucoup sur le symbole sexuel. Et tu te dis, ouais, enfin, c'est une petite jeune qui s'éclate, qui fait sa maline, voilà. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses derrière encore. Donc, je dirais pas quoi, mais le livre est vraiment super, quoi. D'accord. Le dessin est assez particulier, je trouve. Enfin, voilà, ça défile un peu vite, mais j'ai eu le temps de tout lire. Hein, Oui, le dessin. Et mais du coup, un mélange de BD et de manga, enfin, au niveau de l'exagération des yeux, du visage un peu bien typé. Est-ce que l'univers te fait penser à... C'est un peu cyberpunk quand même. Parce que tu sais, moi, la dernière fois où j'ai vu marqué Human Revolution, c'est dans Deus Ex.
C'est vrai. Mais c'est pas vraiment cyberpunk dans le sens où t'as pas d'omniprésence des ordinateurs. Il y a des robots quand même. Oui, non, mais des gens robots, malades qui sont parqués avec des scanners partout. Les scanners sont surtout en fait dans des sortes d'autoroutes qui mènent au sanatorium pour éviter par exemple des gens. Qu'il y en a qui s'échappent quoi. Voilà, genre les Mexicains qui traversent la rivière. Ouais, les Mexicains. C'est encore un coup des Mexicains. Et toujours. Ouais. Et tu voulais dire un truc, Timothée? Depuis tout à l'heure, c'est marqué Human Resistance. Ah. Ah oui, pardon, en plus j'ai écrit, oui. Pardon. D'accord, ok. Donc, Human Resistance. D'accord, ok. Bah, c'est d'être l'influence de Deus Ex. De Deus Ex, ouais, voilà. Ok. Ce que je peux Timothée dire sait lire, donc. Vous êtes tous témoins. Et Audrey, non. Carte, mais je sais lire. Voilà, lui. Le tome 1, bah, du coup, est paru. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été édité la première fois chez les Humanoïdes Associés en 2007, le tome 1 et 2. C'est passé depuis peu de temps chez Eidola, qui a édité du coup sous cette version que je trouve plutôt vachement jolie. Humanoïdes Associés, c'est un gros éditeur quand même. Ouais. Ah oui, Humanoïdes Associés, c'est un gros éditeur. Mais là, en tout cas, c'était sous le pavillon des indés, donc des petits éditeurs. Ben, voilà, peut-être que le nouvel éditeur était un petit éditeur. Donc, qui a déjà publié les 2 premiers tomes sous ce format-là. Le 3e, qui n'est pas encore sorti, même sous l'ancien éditeur, va sortir. Donc moi, je les ai appelés, elle m'a dit dans quelques mois. Et le 4e tome, normalement, devrait sortir en fin d'année. Donc en tout, c'est une série à 4 épisodes. 4 tomes, ok. Ouais, et pour info, ce genre de format, ça coûte 13,50 €. D'accord, le livre, le papier de couverture a l'air sympa. Le papier, moi j'aime beaucoup, c'est du gros grain, je trouve ça vachement sympa. Enfin voilà. L'objet est sympa. L'objet est très beau. Et tu as une belle dédicace. Et j'ai une très très belle dédicace, je suis très contente. Montre-la, Ah ouais, elle n'a pas marqué exo, hein, mais il y a les croix, ça veut dire pareil. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est quoi? Je kiffe moi. Ouais. Bon, ok, et elle t'a pas embrassé sur la bouche? Non, j'ai pas eu la vraie Lolita. J'ai demandé. Ok, t'as pris des photos de toute façon, toi. Nickel. Donc, conclusion, donc tu kiffes parce que c'est ni trop blanc ni trop noir. Oui, c'est vraiment, ils ont essayé de faire quelque chose d'assez réaliste pour le coup. Enfin, de pas dire lui c'est le héros, il se bat contre tout. Non, c'est pas ça, c'est. Voilà. Et donc, dans un tout autre genre? Alors là, dans un genre complètement différent, je vais vous parler du jeu vidéo de Bastien Viviès. Donc du coup, les dessins sont très, très épurés, très sobres, très simples. Et en fait, ça sert le scénario parce que le scénario, c'est des comics de situation. Le scénario est très, très rigolo. Enfin moi, j'ai lu, j'étais morte de rire. Mais c'est des anecdotes de joueurs en fait. Voilà. Par contre, c'est vraiment pour des joueurs, des gens qui n'ont jamais joué à un jeu vidéo. Vous risquez de pas vous reconnaître là-dedans et même de pas tout comprendre, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire qu'on utilise en jeu. Oui, voilà. Ouais, mais ce que j'ai bien aimé, c'est la réunion chez Capcom. Oui. Pour définir les coups spéciaux d'un des personnages de Street Fighter 7. Et là, c'est juste. Voilà. Alors on va s'opposer deux fanboys, en fait, chacun défendant son perso, en disant oui, mais t'as pas le river spécial, tu pourras rien me faire. Enfin, c'est très drôle, quoi. Voilà. Et donc à la fin, il fait bon, Michel, tu sors, tu sors de la réunion. Bah attendez, j'essaie d'améliorer le jeu. Ok. Donc non, c'est vraiment sympa. Donc le jeu vidéo, alors le dessin est quand même rugueux, hein. Oui, mais au début j'avais un peu peur de pas accrocher parce que moi j'aime beaucoup, j'aime bien, j'avais besoin d'accrocher au dessin, mais là ça a été quoi. En fait, ça pourrait très bien être juste un livre ou dialogue ou un sketch. Oui, mais c'est complètement c'est ce ça, format, c'est des ce format de BD sketchs, qui a été choisi, mais ça pourrait très bien être un... Ça pourrait être une question de sketch. Après, ça se lit peut-être mieux comme ça. Seul petit regret quand même, c'est que je trouve que quand il y avait des filles, c'est souvent un peu la fille qui n'arrive pas à jouer, qui se plaint que son copain lui lance des bombes à Bomberman alors que c'est le but du jeu. Enfin, ou alors c'est le fantasme des filles qui réparent un stick arcade et oh, tu t'es taché de ton t-shirt, attends, je vais l'enlever. Enfin, c'est un peu trop exagéré. Tu vois, comme ça dans la vraie vie ? Non, tu vois, il manque de filles, tu vois, qui battent le mec et enfin. Ça arrive ça, Timo ? Non, on est bien d'accord. Non, ça t'est jamais arrivé. Oh bah non, je t'ai jamais battu un jeu vidéo. Non, je t'ai laissé gagner. Ah oui, non, t'avais mal au bras, c'est ça ? Non, ça s'appelle la galanterie. Ah oui, t'avais mal au bras. Hein, Timothée ? Sinon tu pleures. Ben voilà, c'est ça le problème. Et après, on l'entend pendant des semaines. N'importe quoi. Mais là, au moins, t'es contente. Ça, voilà. je recommande aussi, mais c'est plus pour un public qui connaît déjà le jeu vidéo. Ouais. Voilà, c'est pour des joueurs. Ouais, parce que les gens qui ont jamais joué, c'est pour des gamers. Et surtout. Et Lolita HR, c'est pour quel public ? Je dirais pour tous. 6-10 ans ?
Non, c'est ça, je réfléchissais. Tu vois, Pour tous, moi. tu pour vois, tous, mais plutôt. Ado. Non, même adulte. Hein. Ah ouais. Mais 18 plus, c'est plutôt pour les filles je ou... dirais à partir de 14 ans, je pense, un truc comme ça. D'accord. Et c'est Oui, garçon, plutôt masculin, fille, féminin, non. non, peu importe. Non, Timo oui, l'a les pas petites lu, filles. donc je sais pas son avis. Il est censé le lire, il l'a pas lu. Vous l'avez vu déguiser le pic là comme ça Ting. Donc, non, ok. mais je pense vraiment. Enfin, les dessins, en tout cas, il avait accroché aussi quand on était passé sous salon. Après que je l'ai acheté, il m'a dit que la veille, il était passé devant, il avait hésité à le prendre. D'accord, Donc, ok. c'est qu'a priori, tout le monde peut accrocher. Enfin, je pense Ok, vraiment. bah, nickel. Voilà. Ah ben, merci beaucoup. De rien. Donc, ça, c'est le jeu vidéo de Bastien Et ça Méziès. coûte C'est Shampoing. Et ça coûte. C'est le DE10. Code 10. Je sais pas, ça doit coûter combien? Une dizaine d'euros, ça? Oui, c'était 10 euros. Exactement. Je m'en rappelle plus. Bah, DE 10, 10. Bah des oui. euros. Bah, je sais pas. Non, Je c'est lis- code attends, prix. laisse, je lis, Code prix. je lis les codes barres comme ça. Tut. Allez, on enchaîne. On continue tout de suite avec Cédric. Cédric, Bonjour. bonjour. On s'est pas vu, moi, encore. On s'est pas encore vu. Donc tu vas nous parler de plein de choses. De quoi donc Exactement. Donc, plein de gadgets high-tech bien pourris qui servent à rien. Ah, mais- Bon, celui-ci, il aurait pu finir dans la rubrique achat. hein. Ouais, peut-être. Mais le concept est tellement génial que je me suis dit, je vais en faire un petit laïus. Donc c'est BitPlay qui édite une lampe, voilà, qui s'appelle Bang, très original. Et en fait, vous le voyez sur la vidéo, mais Bang, qu'est-ce que c'est? C'est une lampe qui dispose d'une télécommande, qui en fait est un petit pistolet, et il faut viser la lampe. Et lorsque vous cliquez dessus, il y a un petit moteur qui fait se pencher comment s'appelle La lampe dans le bon sens. voilà, Ouais. l'abat-jour, merci L'abat-jour. beaucoup, qui fait pencher l'abat-jour et qui éteint la lampe. D'accord. C'est tout con. Tout simplement. Donc quand elle se penche, elle s'éteint. Voilà. Et en fait, si tu revises et tu tires, elle se relève et elle se rallume. Mais sinon, en fait, tu peux la pousser Classe. et elle se rallume. Voilà. Donc inutile Bon, mais c'est super c'est un indispensable. gadget super nul, mais dans une chambre d'enfant, c'est le genre de truc qui peut être super rigolo. Genre éteins la lumière. Tu vois. Ah, tu fais rêver tes gosses là. Bon, Tu fais rêver $400. Ah, quand même, quand même. Ok. Sinon, il fallait bien qu'il y ait une chute. T'as autre chose Voilà. Sinon, ouais, je vais vous parler de petits drones qui ressemblent beaucoup à l'Air Drone. Et là, en fait, c'est l'université de Pennsylvanie, Grasp Lab exactement, qui ont développé ces petits véhicules. Et alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des petits drones quadricoptères, donc D'accord, un peu pas quadricolores, hein, pas Ça confondre. pourrait. Ça pourrait, mais non. En 4 couleurs aussi, on peut le faire. Ouais. Et donc, ils sont capables de voler en flottille. Et ils sont petits. C'est pas du tout comme les gros air drones, ils sont tout petits. Et ils sont hyper agiles. Donc, ils font des loopings, ils font plein de D'accord. trucs et tout ça. Et ils sont capables d'avancer d'avancer de façon intelligente. Sous forme dessin. Et bon, là pour le moment ils sont en train de faire des figures et tout ça derrière, mais il y a un truc génial pour passer un obstacle alors qu'ils sont en formation. Ils sont capables de façon intelligente de se positionner comme il faut Pour passer au-dessus. pour passer, ouais, passer ouais. dans une fenêtre par exemple. On va le Mais voir donc là. c'est piloté qu'avec une seule. Alors en comment fait, ça marche? il y a un logiciel qui les contrôle tous. D'accord. Que tu programmes tout simplement. Évidemment, ça fonctionne. Là pour le moment, ces protos fonctionnent en Wi-Fi et tout ça, mais ils sont capables de se géolocaliser entre eux, de pas se foncer dedans. Là, on le voit, ils font un 8. Il faut pas se toucher quoi. Donc, Ouais, mais. et ils sont hyper précis. C'est un truc hallucinant. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que le drone, on entend parler avec l'Air Drone et tout Bien ce genre sûr. de trucs. Et là, on voit en fait qu'il y a des militaires et tout ça qui veulent se servir de cette technologie pour voilà, exactement, pour Ça peut être ça peut être super utile. Ouais. pour repérer en fait dans les territoires ennemis et tout ça. Surtout que Donc- dur à détecter au radar. Ouais. Et puis alors, ils sont tout petits et ils peuvent transporter des armes et tout ça. Donc c'est ça qui est C'est plus pratique. qui fait flipper. En fait, un jour, ils finiront par nous tuer, ces drones. Mais voilà, je voulais en parler parce que c'est une vraie avancée. Ils sont minuscules et avancent sous forme de dessin et de flottille. Ça me fait penser aux robots dont j'avais parlé dans un des épisodes précédents. Les robots qui étaient capables de nettoyer la surface de... Pour le pétrole. Ouais, Ceux qui exactement. nettoient, ouais. Ceux qui nettoyaient le Donc pétrole. robot intelligent, en fait, on continue sur un. Voilà. Donc, Asimov. c'était les drones. Plus très loin. Et sinon, je voulais parler Sinon, d'un oui. truc un peu plus long. Donc l'avenir de de l'homme l'homme. sous l'eau. Là, on voit des trucs qui défilent, mais je les mettrai par-dessus de toute façon. C'est fantastique. Alors, j'ai découvert un truc, c'est qu'il y a une compétition annuelle de gratte-ciel. Est-ce que vous saviez que ça existait? Ah, si. Compétition Si, annuelle de j'en ai gratte-ciel. entendu parler. Et en fait, c'est... Si.
Qui ça? Ted Mosby. Ted Mosby participe, voilà. Donc c'est en fait un concours de designers qui essaie d'inventer les gratte-ciels de demain. Et là, c'est la grosse tendance en fait, c'est d'inventer des gratte-ciels du monde après le réchauffement climatique. C'est-à-dire le jour d'après. C'est vraiment ça. C'est une fois que le niveau de l'eau aura monté, qu'il fera chaud et que ce sera la fin du monde et tout ça, ben on va essayer d'inventer les gratte-ciels d'après. Et donc eux, ce qu'ils ont privilégié, en fait, c'est la piste de l'eau, avec 2 projets essentiels. Donc le premier qui s'appelle Giro, non, il s'appelle GIRE. Donc G-Y-R-E, donc si on prononce à la française. Ça va être Gyre, ou je sais pas comment ils veulent l'appeler. Donc là en fait c'est un studio qui s'appelle Zigloo qui l'a designé. Donc qu'est-ce que c'est? Ça ressemble vu de dessus, ça ressemble à une espèce d'étoile de mer. Alors c'est pas celui-ci, c'en est un autre. Ça ressemble à une espèce d'étoile de mer assez grande. Et en fait le building est en dessous, sous l'eau. Donc jusque-là, purement sous-marin. Voilà. Purement sous-marin. Alors il y avait eu ce concept de bâtiments sous terre aussi, dans des anciens silos de missiles nucléaires par exemple, des gens qui ont imaginé des immeubles sous la terre. Voilà, c'est sous l'eau. Faut faire gaffe au tremblement de terre. Et ouais, voilà. Donc 400 mètres de profondeur quand même. Ouais, quand même. Donc c'est pas mal. Et qui est capable donc d'accueillir des jardins, des bureaux, enfin tout ce qui va bien. L'idée de ça en fait, ça fonctionne en fait, c'est un double vortex, donc ça ressemble un peu à une espèce de coquille d'escargot, tu vois, enfin, qui tourne, et il y en a 2, l'un dans l'autre, donc c'est assez compliqué la forme géométrique, tout fait de verre et de matériaux résistants. Voilà, après on verra les pour et les contre de ces solutions-là. Donc voilà, comment ça fonctionne en fait? Il est capable de s'auto-générer de l'énergie avec des panneaux solaires qui sont à la surface. C'est ça l'idée, c'est que pour l'électricité, on utilise des panneaux solaires à la surface et éventuellement des turbines sous l'eau pour profiter des courants, pour recharger en fait les appartements et tout ça. Il y a en plus des petites nacelles, enfin c'est des espèces de des espèces de tentacules avec au bout justement ces turbines pour récolter le courant des marées. Mais ces turbines en fait sont capables de devenir elles-mêmes des moteurs et de faire déplacer le building en fait. Donc ok, plus tu vois, ça se déplacer, bah oui, tant qu'à faire vu qu'on est dans quelque chose. C'est bien, tu peux te déplacer, t'imagines d'hémisphère en hémisphère, t'es toujours en été. T'es toujours en été, ça, exactement, c'est ça le but. Par exemple, ou tu veux qu'il pleuve jamais, tu évites les tempêtes. Sur le poteau noir. Donc ça peut être sympa. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ensuite, il y en a un autre moi qui a retenu mon avantage, ton attention. Mon attention. Je ne sais plus parler. C'est Scrapper City, donc ça c'est celui qu'on voit ici. D'accord. Donc Scrapper City, c'est un Malaisien qui a fait ça avec un nom imprononçable. Bah oui. Attends, Sarli Hadrebin Sarkoum. Voilà. Donc qui a dessiné ce concept Ivolo Skycraper. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Donc c'est toujours pareil, c'est un building sous-marin, sauf qu'il y a une grosse nuance, c'est que là il a pensé à l'autosuffisance comparé à l'autre. C'est-à-dire qu'à la surface, ça ressemble un peu à une espèce d'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est au-dessus du niveau de l'eau et une petite île exactement. Et donc qu'est-ce qu'on retrouve dessus? On retrouve des éoliennes pour l'électricité, mais on retrouve aussi du bétail pour manger, tout ça, des cultures évidemment. Et pour la gestion de l'énergie, alors là il a réfléchi le truc jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on récupère même les excréments des vaches pour récupérer le gaz et s'en servir de combustible, par exemple. Voilà. C'est bien connu, les vaches sont responsables du trou dans la couche d'ozone, tout ça. Exactement. Donc panneaux solaires, évidemment, la totale. Et il y a un autre truc qui est assez sympa, c'est les tubes qu'on voit là en bas. En fait, ça permet aussi de générer de l'électricité. Comment? En utilisant un système le système des marées en fait et de la houle. De l'onde en fait de la houle. Il y a de l'eau dedans et à l'intérieur il y a des espèces de flotteurs qui sont reliés par des câbles ou par des comment ça s'appelle, des poutres, enfin voilà, à un générateur en fait, et avec le courant elle monte et elle descend et en fait voilà, elle fournit de l'énergie. Donc le mec a réfléchi le truc jusqu'au bout.
Donc voilà, et là aussi il y a les espèces de petites nacelles qui vont chercher les courants et tout ça, donc et capable de se déplacer évidemment comme ça. Et une taille à peu près pour ces trucs-là, ils allaient la donner ou pas lui? Non, alors lui il n'a pas donné de taille, mais je sais pas, ça a l'air quand même assez grand. Ouais, mais parce que j'aime bien dans les pictogrammes, on voit quand même qu'il y a une boîte de nuit. Il a prévu une boîte de nuit dedans parce qu'on sait jamais, ça peut toujours servir. Salle de cinéma, il y a tout ce qu'il faut. Ah, il y a tout ce qu'il faut. Ah, mais j'aime bien vache, poule, Voilà. et récolte. Ouais, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et en dessous, les êtres humains. Ouais. Ça plus ça égale Des aliments. Non, c'est bien fait, c'est bien fait. C'est bien. Donc, sinon, en fait, il y a quand même des avantages à vivre dans ces bâtiments-là. Donc, c'est des gratte-ciel qui permettent d'étudier le fond de l'océan, puisqu'en même temps, il peut y avoir des bases scientifiques. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, une espèce d'expédition qui utiliserait un building et totalement autonome et capable d'aller explorer pendant des mois ou des années les fonds marins sans avoir besoin de revenir à quai en fait. Ça fait penser à un vieux rêve qui est, et d'ailleurs on le dit souvent, avant d'explorer l'espace, il faudrait déjà qu'on commence par explorer les fonds sous-marins, puisqu'en fait c'est encore un endroit de la Terre qui est totalement ou quasiment inexploré, il y a encore beaucoup de choses à voir et c'est très compliqué d'y aller, et donc là ça permettrait de pouvoir observer pendant des mois et des mois. Donc il y a un vrai intérêt scientifique à ça. De toute façon, il y a un enjeu. Ouais. Exactement. En plus, c'est totalement non polluant puisque c'est autosuffisant, on récupère les déchets. Enfin là, on crée en fait un espèce de mini-monde parfait dans sa bulle sur cette petite île. Rien ne se perd en fait, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais, comme dans dirait l'idéal, ce serait ça. Dans l'idéal du développement durable, c'est ça. Hein. Ouais. Ensuite, bon, évidemment, des structures qui utilisent des énergies renouvelables, enfin, je ne sens pas, c'est des meilleures. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi donc, les gratte-ciel qui sont un refuge, enfin, une espèce d'arche de Noé en cas de dérèglement climatique, de déluge et tout ça. On a tous vu le film 2012. Oui, c'est pour le 21 décembre, il faut voilà, prévoir. Mais alors, je pense qu'ils vont peut-être pas avoir le temps de tout construire. Donc une ville sous l'eau, ça utilise des technos écologiques, évidemment. Et surtout, ça va permettre aux gens d'expérimenter une vraie énergie propre, sans le nucléaire, sans les énergies fossiles, puisque on est en autosuffisance. Donc on teste à l'échelle au moins d'un immeuble l'autosuffisance totale, de A à Z, énergétique, alimentaire et tout ça. Donc c'est assez sympa, et puis ça peut peut-être réveiller des consciences, donc c'est ce qu'ils disent en tout cas. Par contre, ce qui risque de ne pas fonctionner, ou qui représente un vrai challenge, c'est les tempêtes en mer par exemple. Ouais. Comment ça se passe quand il y a des creux de 10 mètres ou de 20 mètres, ou voire plus? Ouais, ça c'est un gros problème, et puis les tsunamis, même bon. Voilà, et alors le problème qu'il y a, c'est que quand en haut, le bâtiment bouge de 1 degré, en bas à 400 mètres sous l'eau, en fait, c'est pas 1 degré. Donc ça veut dire que les gens à l'intérieur sont un peu secoués. Il ne faut pas avoir le mal de mer. Hein. Les pauvres en bas, les riches en haut. Ouais, il y en a qui risquent de taper sur les bords, hein. Je te le dis. Donc les transports, on ne peut plus utiliser de route, forcément. Donc il faut... Oui, c'est... Ouais. Attends, comment tu fais? Vous rigolez, mais comment on fait pour aller d'un immeuble à l'autre? Du coup, donc du coup, il faut inventer un nouveau mode de transport, tu vois. Puisqu'il n'y a pas d'énergie fossile. Non mais... En fait, c'est au niveau des tempêtes. Quand il y a des tempêtes, c'est les éoliennes. Ça fait soulever. Voilà, et on s'envole. C'est l'éolienne qui fait soulever. Mais bien sûr. Après, il y a aussi, pour moi, ce qui est l'enjeu le plus, je pense, le plus compliqué, c'est l'humidité. En fait, le problème, c'est que c'est des structures qui vont rester tout le temps immergées. Et le problème, c'est que l'eau salée risque d'attaquer la structure. Et ça va poser un problème. Donc il faut trouver... Parce que c'est pas comme un bateau où en fait on le met en cale sèche et on le nettoie, quoi. Où on répare ce qui va pas. Là, c'est pas possible. Là, 400 mètres, on peut pas mettre en cale sèche un truc de 400 mètres. Oui, champ de force, oui, bien sûr. On va utiliser la force pour... bien sûr. Bien sûr. Ou magnéto. Magnéto, bien sûr. Bon, il lève bien des sous-marins. Bon, pourquoi pas. Et puis évidemment, coût élevé. Oui, alors ça, des millions et des milliards d'investissements, mais je trouvais le concept de se dire, on vit sous la mer qui est intéressant. C'est un vieux rêve aussi. Ouais, et alors, l'expérimentation finalement commence à avoir lieu, puisque ils font la même chose donc dans des silos de comment ça s'appelle, de fusées, de missiles nucléaires, des vieux silos américains qui sont plus utilisés dans le désert. Dans un milieu ultra hostile, ils créent en fait des espèces de villes autosuffisantes sous terre. Et alors là, il y a un autre problème qui est en fait, la chaleur en bas. Pas la radioactivité, non. Non. Et non, parce qu'en fait, ils sont vides. Les silos, en fait, contenaient le missile. Ils utilisent l'énergie radioactive qui est environnante. Et non, il y a ces problèmes-là, et puis il y a des problèmes donc, de température et même de pression, en fait. Et même sous l'eau, d'ailleurs. Il va y avoir des problèmes de pression certaines qui vont se poser, donc voilà. Mais je trouvais le concept plutôt intéressant. Ouais, et donc, est-ce que c'est l'avenir de l'homme ou pas? L'avenir nous le dira, justement. Sans doute. Voilà, c'était tout. Ok, très bien. On va continuer avec la suite.
On continue donc toujours à Angoulême, mais là pour le coup vraiment à Angoulême. Tout à fait. Avec Timothée, donc notre reporter de choc. J'étais là-bas avec Audrey, qu'on va voir de temps en temps sur des photos, en train de manger une crêpe et tout ça. Donc... Non mais ça fait rien, c'est une expression, on te voit aller aux toilettes ou je sais pas c'est quoi. C'est pour dire que j'ai pris n'importe quoi en photo et Exactement. vidéo. Ok, je suis un mauvais reporter. Okay. Petit bilan d'Angoulême, vu qu'on t'y a envoyé dans un jet privé, on a une réplique ici. Tout à fait. Ça s'est bien passé ? C'était super. Merci beaucoup Timothée pour ce résumé d'Angouls. Non vas-y, je te laisse continuer. C'était vraiment pas mal et j'ai pu y aller parce que j'ai eu un pass Guy Inc. Je bossais pour Guy Inc. Mais non, c'est G Inc. En fait, c'est un peu comme les Bee Gees, tu vois, mais bon, donc d'ailleurs je remercie, c'est Edouard de Esprit BD. Ouais, Edouard. Qui a pu me fournir un petit pass, donc je le remercie grandement. Et alors en fait j'y étais samedi et dimanche, et le samedi j'y étais tout seul. Et c'était génial. Et c'était génial. Ah là il y a de la meuf. Mais franchement c'était génial. En fait j'ai fait, pour un truc sur la BD, j'ai fait que des trucs de comics. Mais je me suis quand même baladé, ils ont toujours le système le monde des bulles avec les gros éditeurs, le nouveau monde et tous les indépendants et tout. Donc il y avait certainement plein de découvertes, mais il faudrait être milliardaire pour pouvoir tout s'acheter. Et en fait, j'en ai profité pour participer... Ou faire comme Merton, un site sur la bande dessinée et tout recevoir. Voilà, j'aurais pu, ce serait bien. Mais, donc en fait, samedi, j'en ai profité pour participer à deux conférences, en gros. Et une qui s'appelle Marvel 14, les super-héros contre la censure. Donc je m'attendais à une conférence sur ce qui se passe en ce moment et la SOPA et tout. Je me suis dit, bon, peut-être que Marvel... Ah, tu connaissais pas l'histoire du Marvel 14 ? Non, pas du tout. D'accord. Et ils ont diffusé le documentaire ? Oui, je l'ai regardé. Donc c'est un documentaire de 52 minutes qui parle de la censure au niveau des super-héros, des comics dans les années 60 en France. Et c'était un documentaire vraiment surprenant parce que c'est une époque que je ne connais pas. Ah bon. Et toi qui voyages dans le temps, dans ton TARDIS, tu n'as pas visité encore les années 60 j'ai fait d'autres pays, d'autres trucs, voilà. mais pas les années 60. Et c'était... j'ai appris vachement de trucs, quoi. En fait, il y a un gros problème de lobbyistes. Ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais il y avait des groupes de pression, quoi, en gros. Ouais. En gros, il y a une maison d'édition qui a lancé un truc qui s'appelait Fantasque, je crois. Fantasque, ouais. Donc c'était le premier magazine qui diffusait des comics. Et ça a été fermé au bout de 7 épisodes. La censure a dit non mais stop, vous arrêtez là, ou sinon on vous fait gros procès, on vous coule votre boîte. Donc sous la pression, ils ont arrêté. Ils ont lancé deux autres magazines qui s'appellent Strange et Marvel. Et Marvel, a disparu au bout de aussi. 13 épisodes, disparaît. Il y a le 14e qui est annoncé, mais il finit par être totalement annulé. On ne voit jamais le jour. Et ce documentaire se porte là-dessus. Donc il y a plein de collectionneurs qui recherchent le Marvel 14. Il a quand même été imprimé en fait à quelques exemplaires. Alors non. Il y a tous les trucs préparatoires qui ont été envoyés à l'imprimeur. Et finalement, mais il n'est pas censé en exister. Seulement, il y a un petit malin qui l'a reconstruit. À partir des... Qui l'a supposé que le Marvel 14 ressemblerait à ça. Donc il y a un Marvel 14 qui traîne, c'est un collectionneur qui s'est dit si le Marvel 14 aurait dû sortir, il aurait ressemblé à ça. D'accord. Donc c'était très le documentaire donc qui est produit par Metaluna, et donc c'est Philippe Roux et Jean Despelé, ouais. Alors Philippe Roux, vous le connaissez si vous suivez No Watch depuis longtemps, puisqu'en fait il vagabonde avec John Plisken. Ouais, il y a des images excellentes derrière. Hein. Il vagabonde avec John Plisken à Cannes pour le festival de Cannes et à Deauville en particulier. Ils ont fait des vidéos complètement délirantes. Et c'est d'ailleurs Philippe Roux qui a monté le documentaire Marvel 14. Oui, c'est ça. Il a fait le montage, tout ça. Donc ça, ça a été un des temps forts. Toi, t'as vraiment apprécié parce que t'as découvert quelque chose. Surtout que je ne l'attendais pas du tout. Donc c'était... voir tous les témoignages d'époque, même de maintenant, de journalistes et de plein de qui y croient encore, qui recherchent. Et en plus, dans le public, après la diffusion du documentaire, en fait, il y avait une discussion avec les réalisateurs, et dans le public, il y avait une personne qui participait à cette commission de censure,
qui nous disait quelques petites anecdotes sur comment ça se passait. Genre les revues porno, ils se les faisaient passer pour savoir si elles devaient être interdites ou pas, mais en fait ça arrivait jamais à l'autre bout de la file. Là, les mecs ils se les gardaient pour eux, enfin des trucs comme ça. Donc c'était assez marrant. Mais, et il a pas eu peur de se faire lyncher Bah non, apparemment. Mais peut-être il censurait pas les comics. Si, il était... d'accord, il faisait vraiment partie de c'était pour cette partie-là. D'accord. Et donc voilà, donc en fait, s'ils ont passé, s'il y a eu cette conférence, c'est parce que le DVD sortait, le DVD de ce documentaire sortait, donc aux éditions Metaluna. Et après, je sais pas le prix, mais si l'historique des comics en France vous intéresse, c'est hyper intéressant. C'est vraiment super intéressant. Achetez-le, ça. Voilà, et rien qu'au niveau de la censure. C'est pas parce qu'on le connaît que bon, il faut l'acheter, mais. De toute façon, moi je le connaissais pas et j'ai trouvé ça super bien. Donc voilà. J'ai appris énormément de trucs au niveau de la censure que j'aurais jamais imaginé. Ouais, en plus, oui, ça traite évidemment les comics, mais ça traite aussi du coup la censure. Parce qu'il y avait aussi le cinéma, il y avait plein de trucs, quoi, voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses qui. Enfin, il faut imaginer que si ça avait continué sur ce rythme-là, peut-être que même Star Wars aurait fini censuré, en fait. En France, en tout cas. Ah, donc, sous les pressions des familles chrétiennes et communistes, enfin, bon, voilà, c'était la totale. Oui, c'était eux qui géraient un peu tout, mais Flash. Ils ont enlevé le masque de Flash, parce qu'avoir un masque, même pour Zorro, parce qu'avoir un masque, c'était mentir. Et en France, il fallait pas mentir. Donc, il y avait des studios qui retouchaient tout. Tout. Comme quand il y avait des drapeaux américains, on les enlevait. Quand ils avaient des armes aux mains, on les enlevait, on les remplaçait par autre chose. Ouais. Enfin, voilà, les poignards, en général, ils les effaçaient, il restait plus que la main. Ouais. Donc tu vois vraiment poignarder quelqu'un et son... Comme ça, avec un poignard invisible. C'est ça, plus rien. Invisible poignard. Donc ok, Marvel 14, ensuite il y a une conférence d'ici. Ouais, alors plus tard dans la journée, entre-temps je me suis baladé, j'ai vu les illustrations que vous avez pu voir juste avant de Ryan Maynarding qui fait tous les artworks des Vengeurs, du film Les Vengeurs, The Avengers. Tadam. Tu as un beau t-shirt. Ouais. Ça, c'est parce que j'ai acheté des trucs sur le stand Panini. Et donc, oui, alors il y a une autre conférence sur DC Comics. Et là, c'est un traducteur et scénariste qui s'appelle Alex Nikolavitch qui nous l'a présenté et qui a commencé par une blague qui est... c'est un mec qui sort d'un bar, qui voit une nonne, il la fracasse et il fait... Ah, t'es pas si fort que ça, Batman. Et s'il a raconté cette blague-là, c'était déjà pour se détendre et nous mettre un peu dans l'ambiance. Mais c'est surtout pour nous montrer que, en fait, les super-héros font partie de l'inconscient collectif. On sait tous à quoi ressemble Batman, tous à quoi ressemble Superman. Et il ressemble à une nonne. Il ressemble à une nonne. Voilà, on le sait tous. Enfin, quand t'es bourré. Quand t'es bourré, possible. Et en fait, ce mec-là, il nous a fait un historique de DC Comics depuis 1934, avec toutes les grandes étapes, tout ce qui était genre Terre 1, Terre 2, l'âge d'or des comics chez DC, pour le coup, j'ai appris plein de trucs parce que je suis pas un expert en comics. Hein. Par exemple, Howard the Duck, je le connaissais pas forcément, mais et donc j'ai appris vachement de choses. C'est comme quoi Batman sur Terre 1, c'est un gros bourrin qui a des armes de partout. Moi, j'en avais pas lu de cette époque-là, et c'était. T'as été surpris de découvrir un Batman. C'est pas le Batman que je connais. Mais donc, non, c'est pas le Bruce Wayne que je connais. Mais ouais. Et c'était vachement instructif sur tous les rebondissements qu'ils ont eu au sein de DC pour essayer de restabiliser un peu tout le merdier entre les terres, Terre 1, Terre 2. Ils ont fait oh là, stop, on va repartir sur des bases saines et tout le tralala. Ensuite, il a parlé du. Il y avait un problème d'univers en fait. Ouais. Trop compliqué. Il a parlé du relaunch qui a été lancé. Mais c'était surtout pour introduire en fait Urban Comics, ceux qui vont reprendre DC Comics, enfin qui ont repris DC Comics depuis cette année. Ils ont piqué ça à Panini. Donc c'est une filiale de Dargo. D'accord. Et leur première édition, ça va être Watchmen. D'accord. Donc une septième édition. Ouais, j'ai presque envie de dire, je pense que il a été édité je sais pas combien de fois Watchmen, et je pense que tous ceux qui vont éditer DC Comics, ils vont commencer par ça, quoi. Et apparemment, l'édition serait super belle, elle serait imprimée sur du papier mat,
et ça rendrait vraiment bien. C'était le mec de la conférence qui nous a dit ça. Il faut voir, moi j'en ai un Watchmen, on verra. Donc j'essaierai de le récupérer éventuellement si ça coûte pas trop cher. Mais donc Urban Comics, là ils ont commencé. En fait ils étaient absents du salon parce qu'ils ont qu'un seul ouvrage. Voilà, forcément. Donc il vient pas avec un livre. Choper un salon prendre un espace juste pour un livre, ça le fait pas. Donc cette introduction par cette conférence, c'était vachement astucieux parce que pour le coup j'ai gagné en sympathie pour eux. Parce que voilà, tu as découvert... les mecs, ils étaient dans le public, ils sont levés à la fin, ils ont fait un petit... Ouais, voilà, c'est genre... hey. En plus, ils étaient avec moi à Marvel 14, je pensais qu'ils me suivaient. Encore vous. Et c'est des No Watchmen, peut-être. Peut-être. Et qu'est-ce qu'il y a truc important, il y en a plusieurs qui me demandaient quand est-ce que les relaunchs allaient sortir en France. Mais les premiers tomberont en mai, apparemment. D'accord, en traduit français. J'ai demandé au mec. Et ils seront chez Urban Comics. Ouais, et tout sera chez Urban Comics. D'accord. Donc voilà. Ouais, en fait, je pense que c'est la meilleure période. Tu fais un relaunch. Ok, les autres, vous finissez les fonds de catalogue. Voilà. Mais j'ai eu, d'ailleurs, vous pouvez courir dans tous les kiosques. Là, il y a le dernier Batman Universe qui est sorti chez Panini avec le mot d'adieu pour dire au revoir. Ouais, voilà, c'est plus nous qui l'avons. Donc ça se trouve, ça deviendra. Maintenant, on refait des collector. vignettes de foot, Panini, ok. Voilà. Ok. Et puis après, le dimanche, claquer toutes mes thunes. Et tu n'avais plus d'argent pour rentrer chez toi. Voilà. D'où le problème de pneus, enfin bon bref, on parlera pas. Donc j'ai vu que tu as noté Expo Taïwan. Alors il y avait une petite expo sur, en fait l'invité d'honneur du département Asie, enfin du pôle Asie, c'était le pays, c'était Taïwan. Et il y avait une exposition sur la BD, le manga à Taïwan en fait. D'accord. Donc ça parlait de deux influences différentes, il parlait de vent d'Est et vent d'Ouest. Donc il y en a un, vent d'Est plus influencé manga, et vent d'Ouest plus Chine traditionnelle, apparemment. D'accord, du coup ça donne un mélange assez sympa. Il me semble que c'était ça, si j'ai bien compris. Et, géographiquement ça a l'air juste en tout cas. Il mettait à disposition plein de mangas, même des fois chronologiquement les plus vieux, donc tu pouvais les feuilleter avec une petite description des auteurs, des dessinateurs. Et moi je l'ai trouvé assez bien foutu. Il y avait une expo Spiegelman. Spiegelman. C'est le dessinateur qui a fait la BD Mouse, qui parlait des camps de concentration via des souris. C'est rien à voir avec Mickey Mouse. Hein. Non, c'est pas marrant. Et c'est le président de cette édition d'Angoulême. D'accord, ok. Donc ils ont aménagé le musée de la bande dessinée pour c'est une BD qui est super intéressante en plus. Mais je l'ai pas lu. Ah, moi, je connais pas trop Art Spiegelman, mais apparemment c'est pas assez très drôle, quoi. Mais c'est vraiment sympa. Christophe. Timothée, ça me fait rire ce que tu dis, Spiegelman. Moi je l'ai rencontré à 20 ans. Alors à Angoulême, il était dans un petit boui-boui. Il était dans un tout petit stand tout pourri quoi. Et maintenant c'est le président du. Comme quoi tu vois, un jour Timothée, toi tu vois t'es arrivé comme ça avec ton badge Guy Inc. Et ben peut-être que tu seras président du jury dans 20 ans et tu ne le sais pas encore. Ouais, parce que je dessine des saucisses. Parce que tu dessines des saucisses. C'est ça. Eh bien écoute, tu as autre chose à ajouter? Non, à part que je serais ravi de recommencer l'année prochaine. Eh ben on essaiera. Voilà. Écoute. Ben, sur ce, on enchaîne avec la rubrique de Christophe. Il reste Christophe. Allez. Dans cet épisode, on parle de BD encore une fois. Donc Christophe va venir nous parler de bande dessinée. Mais là, c'est un peu particulière. Il y a un lien avec du jeu vidéo. Ouais, vraiment. Donc cette BD s'appelle. Alors j'aime bien le dire. Front Mission, Dog Life and Dog Style. Yeah. Alors c'est une sortie très récente. Non, on n'a pas dit Doggy Style. Non, on n'a pas dit. Calme-toi. On n'est pas sur reste assis sur ton fauteuil. Ne t'énerve pas, Timothée. Et Audrey, éloigne-toi, s'il te plaît. Surtout oui, éloigne-toi. Alors, pas de risque. C'est tiré de quoi? Eh bien en fait, c'est donc sortie récente chez Kiun. Oui. C'est pas récent au Japon, c'est 2007 seulement. C'est une série qui est en cours de 8 volumes. Et en fait, c'est tiré d'une série de jeux vidéo que toi tu connais. Que je connais très bien. Moi, puisque moi j'ai pas joué du tout. Qui s'appelle Frontline. Frontline. Oui. Comme les Front Mission, pardon. Frontline. Non mais Frontline. Front Mission.
parce que tu le vois bien. Alors franchement les jeux, moi je sais pas. Mais c'est une ligne de front, hein, de toute façon. Vraiment, Donc, ouais. Donc c'est une bataille de méca, quoi, pur et dur en fait. Ouais, en fait, il y a quand même une histoire que tu vas raconter dans le livre. Ouais. Bon, il y a eu, je sais plus combien il y a eu de jeux. Il y en a eu une quinzaine, je crois, mais il y en a 11 vraiment qui sont tirés de ça, et les autres sont des spin-offs tirés de l'univers. Qui se passe d'ailleurs même dans d'autres pays et compagnie. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est un conflit, et c'est toujours qui va... Enfin, c'est deux nations qui s'observent depuis longtemps, et ils attendent un faux pas de l'un pour déclencher une guerre. Ouais. Voilà. Et dans chaque jeu, ça a toujours été ça le truc déclencheur, ou quasiment tout le temps. Effectivement, c'est des vieux jeux, ça c'est la version Super NES. Et alors, à l'époque, les jeux Frontline, là, on est sur manga, les jeux Front Mission, Frontline, je vais dire Frontline tout le temps. Ouais. Les jeux Front Mission, en fait, étaient comment dire, c'était en fait des jeux tactiques. C'était presque du jeu de plateau. Mais comme Battletech en fait. Comme Battletech, mais ça fait penser un peu à Final Fantasy Tactics aussi, dans le sens où chaque mecha a ses caractéristiques et tout, donc tu les places de certaines façons pour remplir des missions. C'est du tour par tour, où tu déplaces tes machins et tout ça. Et dès qu'il y a un combat, en fait, la vue passait en espèce de fausse 3D. Le sol, on voit que c'était un truc isométrique tout pourri, enfin bref. Et 3D sur la Super NES. Oui, c'est de la vraie 3D. Non, mais quand je dis fausse 3D, dans le sens où, comment dire, le sol était, enfin, tu le verras peut-être après, mais en fait, le sol, ça ressemble plus à une texture 2D avec juste les personnages qui, pour le coup, étaient en 3D. Elle gérait pas beaucoup de polygones, donc voilà. Et donc, en fait, là, pareil, tu déclenchais, tu choisissais ton type d'attaque et tout ça, et puis tu avais une espèce de mouvement préprogrammé qui attaquait l'adversaire comme dans un Final Fantasy, si vous connaissez. Ouais, c'est ça, en fait, c'est du RPG Tactics finalement. Voilà. Et ça a changé donc avec celui qu'on voit là, Front Mission Evolved ou Evolution, je sais plus comment il s'appelle, celui-ci le dernier de la série. Ça ressemble plus d'ailleurs au graphisme. Ouais. Et qui est pour le coup, alors je pense qu'il a inspiré très fortement le manga, mais qui pour le coup est un jeu bien pourri auquel je vous recommande de ne pas jouer. Donc c'est clair. Sauf si on vous l'offre, mais encore. Ça vaut pas grand chose, sachant que contrairement à d'autres super jeux de méga comme les Heavy Gear et tout ça qui existaient, dans celui-ci en fait c'est un third person shooter, mais ils auraient pu mettre un skin d'humain à la place du méca, que ça serait pareil en fait. Du coup il n'y a pas l'inertie, t'as pas aucune sensation du robot, enfin c'est franchement pas terrible. Les missions sont ultra répétitives, graphiquement les séquences cinématiques sont super belles, mais alors le reste c'est juste pourri de chez pourri. Enfin les mechas sont hyper rigides quand ils bougent, enfin il y a des vrais problèmes d'animation et tout ça. Donc le jeu est pas terrible. L'histoire du jeu par contre est assez intéressante, quand on aime les mechas et l'univers des mechas, voilà. Donc l'histoire, donc le manga lui doit reprendre quand même l'histoire. Le manga en fait reprend une partie de l'histoire, le début du conflit, mais par contre on le suit pas du tout du point de vue d'un soldat qui pilote des mechas. Et c'est ça que je voulais dire, je vais insister sur ça. C'est une espèce de spin-off où on suit un autre personnage. Ouais, complètement en fait. L'histoire, oui, comme tu l'as dit, ça se passe sur l'île d'Uffman en fait, où il y a deux nations qui se, comme tu dis, qui se regardent en fait depuis une vingtaine d'années. Il y a eu un premier conflit. L'île d'Uffman, faut savoir que ça représente un petit peu tous ces pays qui sont divisés en deux, quoi, Corée du Nord, Corée du Sud, ou pendant la guerre froide, Berlin-Ouest, Berlin-Est. Donc c'est vraiment très symbolique, c'est pas un choix hasardeux. C'est une île qui n'existe pas, bien sûr, qui sera apparue suite à une éruption volcanique, qui est forcément très riche au niveau des ressources, donc qui attire beaucoup de monde. Et donc il y a deux groupes de superpuissances qui possèdent chacune une moitié de l'île. Et bien sûr que donc il y a des tensions entre les deux superpuissances pour posséder toute l'île, et chacune attend le faux pas de l'autre pour déclencher la guerre. Exactement. Alors on suit pas l'histoire du point de vue de pilote de méca, sauf que si à la fin il y aura quand même une histoire d'un pilote de méca, on suit l'histoire en fait du point de vue de 3 journalistes japonais qui sont en fait des correspondants locaux pour observer les tensions et le conflit. Alors bien évidemment les pauvres quand ils arrivent... Ça fait penser un peu au conflit israélo-palestinien, ce genre de truc. Tu vois. Et en fait on se rend compte que c'est au moment où ils arrivent les pauvres qui se sont retrouvés balancés dans le conflit. Et alors en fait c'est pas du tout une œuvre sur la guerre, on va dire plutôt qui vante les beaux combats, etc. En fait c'est vraiment une œuvre très pacifiste et on va se positionner dans une dénonciation de la guerre. Alors c'est du côté des civils finalement. On est du côté des civils, c'est vraiment prendre le contre-pied de ce qu'est finalement de ce que sont ces jeux. Alors l'histoire, il faut savoir qu'il y a 3 personnages, chacun a son intérêt. Le premier personnage, c'est en fait on va dire le héros, qui lui c'est un petit peu le symbole de ce que nous sommes quand nous sommes spectateurs face
à la guerre, c'est-à-dire on regarde toujours la guerre derrière notre écran, et tant qu'on l'a pas vécu, on se rend pas compte de ce qu'est vraiment la réalité du combat. Et lui, quand il va se retrouver vraiment plongé à l'intérieur du combat, il va se rendre compte de comment est la guerre, c'est horrible, et donc il va vraiment le vivre. Et là, en fait, dans le jeu, je te coupe 2 secondes, on voit en fait le tout début du conflit où il y a un bateau en pleine mer, enfin autour de l'île alors là, on les voit s'observer, en fait, les deux nations. Tu vas voir, en fait, c'est des espèces de super satellites qui observent en fait ce qui se passe, mais ils observent vraiment absolument tout. Et il y a un bateau, inconnu qui va déclencher cette guerre, et d'ailleurs, on ne sait pas. Voilà, qui en fait envoie des espèces de missiles sur la ville et qui détruisent des immeubles et tout ça. Donc vraiment le début du Ouais, c'est le même principe dans le bouquin. C'est exactement ça. Et en fait, on ne sait pas si ce bateau appartient réellement du coup à une des deux nations. À une des deux. Ouais, et là aussi le doute est posé dans le manga puisque on ne sait pas qui a provoqué la guerre. Si c'est vraiment eux, ou si pareil c'est un troisième acteur qui a un intérêt derrière tout ça. On peut supposer, puisque c'est pareil, là, la guerre va se déclencher sur un missile qui va atterrir dans une tour. Et d'ailleurs, l'image du missile dans la tour fait largement penser au 11 septembre 2001, c'est pas un hasard. Et donc en fait, le deuxième personnage, je vais parler du premier, donc c'est le journaliste, la deuxième c'est une journaliste, donc une femme. Bon après elle a rien d'extraordinaire, c'est juste une femme, une jolie journaliste un peu ambitieuse, on va dire c'est la fille sexy du groupe, mais qui est pas forcément la plus intéressante. Et le troisième, c'est un journaliste photographe qui lui est de loin le plus intéressant, parce qu'en fait c'est un fou de guerre. En fait, il adore prendre des images de guerre. On pourrait penser qu'il prend des images pour prendre des photos donc de morts ou des photos de gens en train de se faire massacrer pour dénoncer les horreurs de la guerre. Pour témoigner de l'horreur. Mais en fait, pas du tout. Lui, il a une fascination pour ce monde guerrier. Les mecs découpés en morceaux. Ah ouais, et les images qu'il prend, alors les photos, on va pas les montrer, mais il montre les photos dans le bouquin, c'est des photos de viol, de meurtre, enfin des trucs ignobles, quoi. Et en fait, on suppose peut-être qu'il aurait des pouvoirs, de devenir invisible et tout, parce que pour prendre des photos comme ça, faut être assez près des scènes de combat. Ou alors il est du côté des méchants. Ou alors il est du côté des méchants, mais. Et du coup il a le droit de prendre des photos. Alors non, il a le badge presse et tout. Il dit oui, je peux prendre des photos et tout. Et à chaque fois il passe un vous pouvez refaire la scène du viol. Non là c'était pas bien là. Et d'ailleurs à un moment donné, c'est vrai qu'on comprend pas trop parce qu'à un moment donné il y a quand même un missile qui tombe dans la tour où il se trouve et le missile n'explose pas. Il a une chance phénoménale ce type, c'est pas possible quoi, donc on comprend pas trop. Donc en fait c'est moi je trouve que c'est un bon coup de cœur, franchement je le conseille. C'est pas forcément l'œuvre qu'il faut, alors les fans de mecha, franchement les fans de belles bagarres en mecha, vous serez peut-être un petit peu déçus. Alors dans le tome 1, peut-être que dans les autres tomes il y aura plus de combats, plus d'action, ça j'attends de voir. Mais par contre, pour ceux qui veulent une histoire qui est un petit peu, qui est sur la guerre, qui réfléchit, qui apporte quelque chose. Et dans un univers futuriste. Et dans un univers futuriste qui est vraiment très très bien fait. En plus, on a vraiment du dessin Les dessins sont de qualité. Sont magnifiques, les mechas sont magnifiques. Je vais juste montrer quelques mechas quand même, parce que franchement, au tout début, bon, rien que la première scène. Bon là, c'est juste une image, tu vois, la présentation quoi. Là, c'est un petit peu. Le problème, c'est que c'était une couleur, et évidemment, ils l'ont fait en noir et blanc. Bon, t'as une idée à peu près de ce que c'est, mais il y a vraiment, comme tu dis, il y a des scènes vraiment superbes quoi. Ouais. Bon, les méga, j'aime bien ce look en fait de méga, j'allais dire réaliste, mais oui, mais c'est presque ça en fait. On est loin d'un Évangélion, pourtant. C'est vache, oui, comme tu dis. Qui est très stylisé finalement. Tu dis ça n'arrivera jamais. Là, on est dans des trucs très militaires, très basiques, très carrés, qui pourraient réellement. Tu te dis ça peut exister quoi en fait. Oui, parce qu'en fait, moi ce que j'aime bien, c'est à un moment donné, on est dans le cockpit aussi d'un. Et d'ailleurs, ça s'appelle des Wanzer, c'est ça le. Ah oui, c'est un nom. Le nom des mechas. Ça s'appelle pas des mechas. Wanzer, en fait, c'est un mélange de Panzer. Panzer, le terme allemand. Et l'autre de Van, je sais pas quoi, qui est en fait un autre truc. Exactement, il explique, et puis il y a des mecs qui sont fondés. Dans Front Mission, quand tu joues, tu pilotes un Wanzer. Tu pilotes pas l'arme suprême. Mecha, ça s'appelle pas comme ça. Oui, nous on appelle ça. Mais c'est des super chars d'assaut quoi en gros. Ouais, exact. C'est considéré comme ça. Et on va dire c'est les pilotes d'élite qui conduisent ce genre de. Mais super intéressant du coup de se mettre d'un point de vue parce que dans les jeux t'incarnes à chaque fois le mec bourrin qui monte dans son méca et qui défonce tout quoi, ou le général d'armée quand tu joues au truc tactique. Bien sûr. Mais là c'est sympa de voir du coup quand t'es en dehors du méca quoi. Et comme tu dis, moi je trouve que c'est là l'exploit d'avoir fait une histoire sur ce thème quoi, de Front Mission et d'avoir fait en fait une histoire complètement contre-pied. Je pense que de toute façon si tu avais fait une Front Mission, s'ils avaient fait une histoire de mecha basique, on serait vite fait chier et ça a été juste écrit 10 000 fois avant. Ouais, bien sûr. Donc voilà, ça a aucun intérêt. Mais là en fait c'est presque raconter un récit de guerre,
mais dans un univers Voilà. futuriste avec des mechas, quoi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, il y a d'autres personnages, on verra peut-être qu'ils vont arriver, mais bon. Non, on sait L'histoire pas. peut évoluer. L'histoire peut évoluer, moi, j'attends de voir. Génial. Ok. Et le prix du volume, tu sais à peu près ou pas? Ouais, je sais pas, moi tu sais, je les ai Par là moi je les ai gratos. Ouais, je Non, je dois dire autour de 758 €, je prends pas de risque, mais je te dis à peu près dans ces zones-là. 758 €. 758 €. D'accord. 7 ok. €. Tiens, donne-le. Vas-y, fais ton QR code. Je vais juste tester pour voir si Ouais, ça marche. Non, je dirais Peut-être- 7 et quelques. Peut-être que ça ne marchera pas, alors je. Vas-y, ça y est. Toi, tu dis 7. Timothée, tu dis combien, toi? Ouais, allez. 5,90. 5,90. Audrey, tu dis que ça vaut combien? 6. On va jouer au juste prix. Ah Cédric, bon. tu dis que ça vaut combien? 6,99. Ouf, Alors, on va voir qui a gagné. attention. Peut-être que ça va pas marcher, hein, d'ailleurs. Mais... Ouais, ceux-là, Kiyun, sont souvent autour de 7 €, moi, ça m'étonne. Alors, Front Mission, Ouais. Brochet Kiyun, 120 pages. 7,13. Très exactement. Eh oui. Voilà. Sur Price Minister et sur Amazon, 7,12. Ah, Ouh là là, attention, économie, hein, si vous voulez. économie de dingue. Ouais, je te dis autour de 7,50 €, tu vois, je suis pas trop loin non plus. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais, je vous avais dit que je pouvais lire les codes barres tout à l'heure. Ouais. Ouais, je peux lire les codes barres. C'est la classe. Ok, ben merci beaucoup. Ouais, merci. Et puis, ben, à la prochaine alors. Et bien à la prochaine. Allez. Comment promouvoir ses podcasts préférés et se faire plaisir en même temps? Jean-Jacques nous répond. Je suis allé au Louvre avec ma famille, j'ai voulu taguer Kill the TV sur la Joconde. Alors à minuit, je suis allé dans le palais, et puis j'ai mis des laxatifs pour cheval dans le café des gardiens. Et pour casser la vitre de sécurité, j'ai imité Lara Fabian. Ça fait un tollé. Je suis allé en tôle. Et sinon, il y a la boutique No Watch. C'est plus de 150 articles aux couleurs de vos podcasts préférés, qui vont du t-shirt basique au méga collector destiné aux mécènes comme Jean-Jacques. C'est de la très bonne qualité, ça résiste bien au lavage, et en plus, ça offre un petit soutien à No Watch. Alors n'hésitez plus, cliquez sur la bannière de la boutique en haut du portail No Watch et faites-vous plaisir. Merci No Watch. C'est maintenant l'heure d'appeler votre banquier, mais cette semaine, vous n'allez pas vous ruiner. Audrey, vous avez trouvé un petit gadget qui coûte pas grand-chose. Non, ça coûte 17 €, ça s'appelle un No-O-On. No one. Mais c'est plus mignon quand on les appelle les Monsieur Soleil, parce que le mien, il bouge la tête quand il y a du soleil. Super. Bon, je crois que ça, la séquence shopping, en fait, est la séquence bêtisier en même temps. Donc oui, toi tu as décidé de l'appeler Monsieur Soleil parce qu'il bouge la tête quand il y a du Oui. soleil, mais en fait, tous bougent la tête quand il y a du soleil. Mais oui, mais c'est tous des Monsieur Soleil. C'est tous des Monsieur Soleil. C'est génial. Donc en fait, explique-nous un peu à quoi ça sert. Alors ça sert à la même chose que quand il y a un chat qui fait comme ça. C'est-à-dire, à rien. c'est de la déco. Ah non, c'est feng shui. Normalement, c'est censé t'apporter des choses Exactement. et tout ça. Bon, par contre, tu vois, quand on dit le feng shui et qu'on pense de suite, tu vois, à placer des pierres, des petits jardins japonais, tout ça, tu peux comprendre, tu vois. Mais là, c'est quand même un putain de bout de plastique avec une pièce c'est un électronique et un monsieur panneau soleil. solaire. Comment ce truc Oh. Non mais attends. Non. Comment cet objet en plastique avec un truc électronique et un panneau solaire peut être feng shui et t'apporter Moi, il vient santé. du Japon. Alors, il est cool. Parce que tu crois que poser une pierre à droite, enfin, au nord de ta maison, c'est mieux. Je dis pas, mais je trouve que ça me semble. Non, c'est le symbole, c'est parce que le jaune représente par exemple l'esprit, le vert représente la santé, le rose représente l'amour, et placé à des points cardinaux, ça t'apporte des choses différentes dans ta Elle a vie. pris de la drogue avant l'émission, je vous rassure. Elle n'est pas dans son état normal. Mais ok. Et puis c'est mignon, regarde, Non mais ça c'est quand, bouge même la un tête. c'est quand même un bout de plastoc avec un panneau de calculatrice solaire. Arrête Qui- Il va t'entendre. Oh non, elle est grave. Bon, enfin, bref, vous aurez compris, un bout de plastique. Bon, non, mais c'est joli quand même. Voilà, enfin, voilà, c'est mignon. On va dire que c'est kawaii. Si vous aimez ça, vous pouvez le trouver donc pour 17 € sur maggeekstore.com. Ils ont d'ailleurs plein d'autres objets geeks assez sympas. Mais Julien en a un. Et d'ailleurs, je me demande si. Tu sais Je pas crois le qu'il a sien. le vert. Non, je crois qu'il a le vert, lui. Et le vert, C'est c'est la pour santé. la santé. Ouais. Et tu pleures, je crois. Oui, Audrey. j'ai peur de rire. Voilà. Donc je sais que Julien, voilà, en a un. Donc son petit frère à ton Monsieur Soleil. Ce bout de plastoc Arrête. pourri. Donc regardez ça, c'est trop mignon. Et puis en décoration, ça fait Non mais bien, je sais ça qu'il y a prend des pas gens trop qui de nous place. regardent et qui en ont. Parce que j'ai déjà Mais reçu oui, des c'est photos. cool. Moi, il vient du Japon. Non mais c'est bon, tu l'as déjà dit, mais je crois qu'en fait ils viennent tous du Japon. Mais non, mais on me l'a rapporté, c'est un cadeau.
Mais les autres, ils sont importés par un camion DHL. Mais oui, mais c'est pas un cadeau, arrête. Oh. Ok, le tien, tu veux dire, il a Bon, la rubrique était censée durer pas longtemps, je te rappelle. Il a voyagé en soute au lieu de voyager dans un container dans un avion. Peut-être un voyage. C'est ça. Ok, merci beaucoup Audrey pour cette rubrique achat. Ça nous aura bien fait rire. Au revoir, Monsieur Soleil. Tu te fais un bisou quand même? Le LOL de la semaine, et non, c'est toujours pas Monsieur Soleil, c'est une petite chanson que tu as retweetée. Je suis tombé dessus et c'est totalement dans l'air du temps. C'est des petits jeunes qui ont décidé de chanter leur amour pour Free dans une boutique Orange. Logique. En gros, voilà. D'ailleurs, il devrait le faire chez SFR et chez Bouygues. Bah, il faut qu'ils changent les paroles un peu. Respecter la parité, ouais, voilà, il modifie un petit peu, mais voilà. Donc, c'est un certain Nathan Zanagar. Le chanteur. Ouais, alors qui a une page YouTube sur laquelle il y avait en fait, il y a une chanson qu'il a faite avant, qui a pas trop buzzé pour le coup. Mais là par contre il a réussi son coup puisque tout à l'heure en regardant elle était déjà à 1 million de vues. Donc je pense que même là on vous parle de ça mais vous savez de quoi on parle puisque vous l'avez certainement déjà vu. J'ai retweeté 1000 fois. Ouais, moi aussi je crois que je l'ai retweeté, enfin tout le monde l'a retweeté je crois. Et bon, c'est assez sympa, c'est bon enfant, on voit même les vendeurs regardent. Bon, ils se sont pas fait jeter. Ils se sont pas fait jeter. À un moment, je me suis dit, la sécurité va débarquer, ils vont se faire jeter, et ça a été plutôt bon enfant. Donc voilà, ils ont pris personne à partie, ils ont rien cassé, et c'est franchement rigolo. Oui, rigolo. Quand ça se passe comme ça, c'est rigolo. Après, évidemment, il faut se mettre à la place du vendeur Orange qui voit ça, c'est pas de leur faute. Ouais. Alors déjà que chez France Télécom, ça va pas très bien, donc bon. Il n'y a pas un magasin de bricolage dans la rue, j'espère. Enfin, ça, les cordes et tout. Enfin, bref. Donc, mais c'était quand même. Enfin voilà, c'est une vidéo un peu sympa. Il faut l'écouter. Et ils chantent bien. Les paroles, oui, les paroles sont sympas. Le chant est correct. Après, ils ont un peu des têtes de branleurs quand même. Faut dire ce qui est. Ils ont des têtes de lycéens rebelles. Toi, t'es responsable de la boutique. T'as envie de mettre une petite baffe et va réviser ton bac, petit con, tu vois. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, c'est quand même rigolo. Ouais. Bon, après, t'as les autres qui sont là. Ouais, qui font les chœurs et qui font le public. Donc voilà. L'effet de groupe. Ça ressemble à rien, mais ouais, voilà. Et peut-être qu'ils avaient bu un peu avant, tu sais, pour se motiver. Bon, allez, on y va. Bon, bref, on va pas épiloguer, regardez la vidéo, c'est franchement sympa. Les paroles sont sympas aussi. Oui, voilà. C'est assez bien écrit, donc voilà. Regardez, c'est bon. Pour continuer dans le LOL avec Audrey. Dans le LOL de la semaine, on l'a déjà fait. Hein, oui, c'était Timothée. Monsieur Soleil. Non, c'est Timothée. On continue avec le son de la semaine. Oui, une découverte de ma part. Une découverte de ta part, complètement. Et qui est super sympa. Donc c'est ce monsieur. C'est ta petite perle. C'est ma petite pépite. Ta petite pépite. Et donc, c'est un truc qui s'appelle Like a Motherfucking Gamer. Ok ? C'est ça. Et donc, Alors le principe, c'est qu'en fait, donc c'est le son de la semaine, et lui en fait, il fait des tests de jeux vidéo en musique. Donc pour chaque jeu, il nous fait une petite chanson. Et elles sont franchement sympas, les paroles sont assez rigolotes. Oui, genre Rayman, il est mignon avec ses petits moignons, enfin, c'est des trucs comme ça. C'est un peu humoristique. Hein, oui, c'est un peu humoristique. Mais oui, il dit tu me reviens en 2D, machin et tout ça. En fait, quand on écoute les paroles, évidemment, il y a des grosses conneries au milieu, mais il y a des trucs assez vrais quand il teste le jeu, et c'est ça qui est assez sympa. Par exemple, Mario Kart 7, il dit oui, c'était le 7ème jeu, mais bon, on t'aime quand même, tout le monde va y jouer. Ouais, voilà, les trucs classiques. Il y a 2-3 petites critiques au passage, vraiment sympa. C'est en français, malgré le titre, parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est en anglais, on va rien comprendre. En fait, non, c'est en français. Il chante plutôt bien. Il chante bien, il joue de la guitare. Il a un look assez improbable, mais ça va avec le personnage. Donc, vous pouvez le retrouver sur lamfg.fr. C'est presque comme LMFAO, mais ce qui signifie donc Like a Motherfucking Gamer. Et donc allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment sympa. Il y en a plein. Hein. Ouais, il y en a pas mal. J'ai vu, il y a vachement de tests de jeux. Puis quand on les écoute, ça nous reste souvent en tête. Parce alors, sur son site, il fait des vraies critiques écrites pour le coup, en plus. Et donc il fait ses musicotests, ça s'appelle comme ça. Oui. Musicotests, où il teste un jeu vidéo en chanson. Et donc c'est une belle découverte. Allez voir, c'est vraiment d'enfer. On va passer un petit extrait dessus d'ailleurs. Mec, où t'étais passé? T'as laissé les lapins te remplacer. Mais tu sais, tu nous as manqué. Il est temps pour toi de te rattraper. Ah ouais, tu reviens en 2D. Dans un style
style dessin animé. Toi tu sais me faire kiffer. Rayman, je ne t'ai pas oublié, même handicapé. Tu sais me faire rêver. Rayman, avec tes moignons, t'es quand même trop mignon. C'est pour toi cette chanson. Rayman, avec tes moignons, t'es quand même trop mignon. C'est pour toi cette chanson. Rayman, avec tes moignons, t'es quand même trop mignon. Et on arrive presque au bout de l'émission avec la rubrique de notre invité. Et cette fois-ci, on a la chance de l'avoir avec nous. Et oui. Et cet invité, c'est Merton. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Je sais pas. Moi, je le connais. Ouais. Si vous visitez le site bdo.fr, vous avez des chances de le lire, en fait. C'est ça, exactement. C'est ça, juste un peu. Donc bdo.fr, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que c'est ? En fait, c'est un portail qui regroupe toute l'actualité du monde de la BD, un peu ce qui se passe. On essaye d'être le plus réactif possible sur justement toutes les actus. Là, on était par exemple évidemment à fond sur Angoulême. On a essayé aussi de live tweeter un peu tout ce qui se passait, que ce soit les auteurs qui au dernier moment sont pas venus ou ce genre de choses. Ouais, voilà. Et en règle générale, tout au long de l'année, on a des prépublications aussi de certaines BD. On a des actus, des trucs, enfin voilà, on essaye d'animer un peu et d'avoir une petite communauté de gens sympas qui parlent de bande dessinée. Je vois là sur la une du site en ce moment, vous avez donc le One Eye Club, ouais, et qui est un podcast sur la bande dessinée. C'est ça. Que je connais bien puisque je l'ai écouté et je l'écoute encore de temps en temps. Ça lui fera plaisir. Et en fait, vous êtes affilié ou là c'est un coup de pouce que vous donnez ? Pas du tout en fait, c'est-à-dire que moi je passe dans le One Eye Club une fois par mois à peu près, oui, et donc, nous on les diffuse aussi sur le site parce que ce qu'ils font est vraiment très sympa, et du coup et on essaye de plus en plus, on a aussi un œil sur la BD qui font des émissions vidéo, qui vont interviewer des auteurs, parler de BD numérique. On essaye d'ouvrir et d'être vraiment un portail, d'ouvrir au plus large en fait sur la bande dessinée. Nous, dès que ça parle de BD, voilà, on peut venir nous voir parce qu'on est des passionnés. Ok. Donc, petite question, est-ce que tu peux te présenter rapidement où tu vis ? Est-ce que tu vis encore chez tes parents ? Non. Je vis... Est-ce que tu es célibataire ? Je vis... non, ça c'est la question pour Non, c'est ça. On va te laisser. Non, moi je suis sur Bordeaux. Voilà, ça c'est mon métier. Voilà, je travaille sur BDO. Je suis rédacteur en chef, donc c'est moi qui fouette les rédacteurs pour qu'ils travaillent, tout ça, qu'ils me rendent les interviews. Tu me donneras 2-3 petites astuces parce que c'est ça. Non, ouais. Les miens ils sont pas très efficaces parfois. Non, mais ça c'est un peu compliqué. Hein. Ok. Du coup, pourquoi tu as décidé de bosser dans la BD ? C'est une passion depuis que tu es tout petit ? En fait, non, c'est un peu un hasard. Évidemment, comme tout le monde, je pense, on a tous lu des BD quand on était gamin. Alors moi, c'était Lucky Luke. Enfin voilà, ça c'est important. Et puis au fur et à mesure, moi, ça s'est un peu perdu, mais je suis resté très geek dans l'âme. Et je pense que c'est un peu ce qui a plu à mon patron, parce qu'il y avait aussi pas mal de choses. Voilà, faut aussi savoir un peu comment ça marche en termes de code, en termes de tout ça. Donc voilà. Et puis moi, la BD, c'est quand même quelque chose que j'aimais bien. J'en lisais quand même assez régulièrement. J'étais pas un pro, je m'améliore de plus en plus, mais voilà, j'ai encore pas mal de choses à rattraper. Hein. Je reste humble là-dessus. Mais toi, tu as de la chance, tu peux t'appuyer sur une équipe, quoi, en fait. C'est ça. Il y a quand même des gens derrière, voilà, avec qui je peux travailler. Je comprends tout à fait. C'est ça. Je ne me sens pas visé. Non. Donc, en plus, tu fais des vidéos de review de BD. Exactement. Depuis quand tu fais ça ? Alors, j'ai dû commencer... En fait, j'ai commencé à la sortie de 41 € de Davy Mourier. D'accord. C'est-à-dire que, évidemment, on reçoit plein de BD, parce que, voilà, c'est normal. Et j'ai reçu 41 € et j'ai lu ça et j'ai fait... Non mais il faut que le monde sache quoi. Voilà. Il faut que le monde sache. Il faut que le monde sache que c'est trop bien cette BD. Nous a fait un truc. C'est ça. Et du coup je me suis dit allez hop, je me lance dans le podcast vidéo, voilà. Mais à la base c'était plutôt pour mes copains, pour tout ça. Enfin voilà. Et voilà, c'était juste une envie à un moment de dire voilà, j'ai lu ces BD, j'ai envie d'en parler, de partager ça. Et là voilà, du coup j'ai pu voir Davy Mourier à Angoulême et c'est un peu. Tu as fait une interview cette année aussi. Ouais, c'était plutôt sympa. Et une question, vous faites que de la BD
j'allais dire franco-belge, c'est mal. Non, mais... c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Enfin, voilà, ouais, oui, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le terme, donc ouais. bon. On va dire, vous faites pas de manga et de comics? Alors, on fait des actus sur le manga et le comics. On a eu le running gag sur le film Akira, par exemple, qui nous a beaucoup amusé toute l'année dernière. Et le comics, il y a aussi pas mal d'actus, hein, enfin, avec tous les films Marvel qui sont sortis. Donc, on essaye de s'élargir au maximum aussi. Et puis, quelque part, c'est aussi toute une communauté de gens qui peuvent aimer tous les types de BD, quoi. Enfin, je pense qu'un fan de comics peut aussi lire des choses. Et on sent de plus en plus dans le milieu de la BD, quand on voit des productions, je pense surtout à Ankama ou des maisons d'édition comme ça, ouais, c'est du franco-belge, mais ça vient du comics. Enfin, voilà. Ouais, quand je vois Masqué qui vient de sortir chez Delcourt, c'est clairement du comics, mais en album franco-belge. Enfin, voilà. Donc, on est complètement dans des choses qui se percutent. Voilà, c'est ça, exactement. On est dans des choses qui commencent à vraiment bouger, chacun prenant le style de l'autre, etc. Et vous avez raté ce qu'a fait Audrey en off, mais voilà. Là, je vois d'ailleurs que sur le portail, vous avez une vidéo de la dédicace de Sketch Travel, dont nous avions fait sur No Watch, en tout cas, un mini reportage, et ce projet est absolument génial. C'était la parenthèse. Mais c'est vrai que c'est peut-être l'actu qui fait ça, mais quand moi j'ai visité BDO, j'ai vu surtout de l'actu de BD franco-belge. Parce qu'en ce moment c'était beaucoup d'Angoulême, beaucoup de choses comme ça. Mais tu serais venu, à la sortie quand il y a eu tous les Avengers, toutes les actus qui sortaient toutes les semaines, c'était l'inverse. C'était genre des gens qui nous disaient mais vous arrêtez avec le comics, revenez sur du franco-belge. Et après on a eu toute la période Tintin, alors du coup c'est un peu vous arrêtez avec les Belges. On essaye de contenter tout le monde, c'est parfois un peu compliqué évidemment. Ça on le sait. Ça j'imagine. Petite question économie. Ouais, voilà. La question éco. Alors, question économie, d'après toi, est-ce que la BD est en crise ou pas? Mais vous n'avez pas lu les médias à Angoulême? La BD est le secteur qui résiste à la crise. C'est formidable. Alors moi j'ai demandé à des auteurs, eux ils n'ont pas vraiment la même vision en fait. Non, mais en fait si on prend les chiffres bruts, oui, je dirais la bande dessinée, le chiffre d'affaires a augmenté. Quand on va un peu plus loin, il y a une baisse du nombre d'albums vendus, il y a plus de nouveautés qui sont envoyées sur le marché, parce qu'il y a un peu ce côté, allez, on envoie à fond comme ça, si nous on est dans la librairie, le concurrent il sera pas, il y a un peu, on inonde, mais vraiment c'est un stade où les libraires, ils en peuvent plus, ils le disent même eux, non mais arrêtez, nous en envoyez plus, on les met même pas en rayon. Et on a des auteurs, là je pense à un article qu'il y a eu dans la Charente Libre, un mec comme Turf qui a fait La Nef des Fous, qui a fait Magasin Sexuel, qui est vraiment génial, il vient de vendre sa bagnole parce qu'il ne peut plus bouffer, quoi. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils sortent les albums à 5-6 000 exemplaires. Et quand c'est vendu, ils font la réédition, mais le temps de la réédition, les séances de dédicace ne marchent pas, donc on vend moins d'albums. Voilà. Et du coup, les auteurs en fin de chaîne, c'est un peu plus compliqué pour eux. Et comme on est dans des schémas où ils se posent beaucoup de questions sur la BD numérique, comment ça marche, tout ça, et que je pense qu'il n'y a pas encore de réponse à ce problème-là, du coup, on est dans ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on édite des gens, on essaye de voir, mais les auteurs, est-ce qu'ils en vivent derrière ? Je dirais de moins en moins bien. Avant, une avance sur droit, c'était 10 000 euros, maintenant on est à 5-6 000 euros pour vivre une année. C'est un peu short, quoi. Avec une bonne couverture et un bon pont, je pense que ça doit pouvoir se faire. Donc c'est un peu, voilà. Donc oui, en soi, le secteur connaît pas trop la crise, le chiffre d'affaires est en augmentation. Les éditeurs ne connaissent pas la crise, les auteurs par contre. Et encore, les gros éditeurs ne connaissent pas la crise. Il y a un bruit qui courait à Angoulême, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais Soleil serait peut-être en train de se faire racheter. Ah non, Soleil s'est fait racheter par Delcourt, c'est sûr. Voilà. C'était une actu BDO il y a plusieurs mois. Mais Delcourt devient l'un des plus gros éditeurs. Voilà. Mais là, on est en train de voir une grosse concentration en fait. On commence à avoir des gros mastodontes et des maisons comme Manolo Sanctis par exemple qui faisait des super beaux bouquins, des super trucs. Ils sont en liquidation judiciaire là. Diantre pareil, liquidation judiciaire, encore un autre éditeur qui fait. C'est ça juste avant le festival d'Angoulême. Mais de toute façon en fait, il va y avoir.
il va y avoir forcément une concentration et c'est le seul moyen qu'ils ont de finalement survivre à cette crise-là. Après Soleil, je pense qu'ils n'étaient pas spécialement en crise. Non, c'était une... je pense que c'est plus une opération financière. Ouais, et surtout Mourad, qui donc dirigeait Soleil, voulait plus de temps pour diriger le RC Toulon, son club de rugby. Et du coup, il a dit, enfin voilà, j'arrête vraiment ça, je garde que le côté gérer mes artistes, gérer la prod, vraiment, enfin voilà. Mais tout le reste, hop, j'envoie ça chez Delcourt. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et je pense, mais ils étaient déjà en lien depuis des années. Hein. Il y avait le label Del Sol, il y avait tout ça. Enfin voilà, ils étaient sur des lignes éditoriales qui étaient assez proches. Donc ils se sont. Il y a même des choses qu'on voyait chez l'un et chez l'autre qui étaient super proches. C'est ça, exactement. Donc en fait, ils se sont rejoints sur là-dessus. Quoi. Ça semblait assez naturel. Alors qu'il y a une époque, je me rappelle. Tu regardais la couverture d'une BD sans savoir qui l'éditait, tu savais que c'était Soleil ou Delcourt. C'est ça. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas en fait. Et puis, ça va disparaître. Les blogs BD, à ton avis, est-ce que ça a contribué justement à inonder un peu les librairies de nouveautés? Est-ce que ça relance la machine? Est-ce que... C'est un peu le problème. Là, je vais citer Vendry, qui tient les éditions Vraoum, et qui disait dans Un œil sur la BD un truc que j'ai trouvé très vrai. C'est-à-dire qu'on a eu avec le blog BD toute une masse de jeunes talents qui ont vraiment du talent, la plupart, voilà, qui ont dit tiens, moi je fais de la BD, ça m'amuse, voilà, je vais le filer gratos sur Internet, et puis juste pour avoir des retours, pour avoir tout ça. Et les éditeurs ont vu, waouh, mais lui, voilà, il a du trafic, il a déjà des gens qui sont peut-être prêts à acheter un album, tout ça, et ont commencé à éditer. Des gens qui, du coup, n'étaient pas au fait du prix du marché des auteurs, de comment ça marchait et tout ça. Oui. Quelqu'un qui met ses œuvres en ligne gratuitement, un éditeur l'appelle en lui disant tiens, je te file un peu de pognon, et puis en plus tu vas être édité sur papier. Tu vas être édité sur papier. Ouais, quoi. Enfin, tout de suite, voilà, son truc est déjà fait. Il n'y a plus qu'à faut retravailler, etc. un peu. Quoique parfois, voilà, suivant les éditeurs, il n'y a pas forcément beaucoup de retravail. Mais voilà. Un scan et hop, c'est bon. Non, mais voilà, c'est un peu triste, mais bon. Et du coup, une photocopie. Forcément, en fait, voilà, il y a des choses qui sont passées. On se rend compte que ça marche pas forcément commercialement. C'est pas parce que les mecs viennent sur les blogs BD qu'ils achètent derrière le bouquin. Ça, c'est la première chose. Et de deux, par contre, les auteurs qui, eux, en bouffaient à l'année, ils ont vu le marché un peu aussi cassé par rapport à ça, quoi. Ouais, donc, genre, voilà. Lui, il prend 10 €, pourquoi tu prends 10 000 ? C'est ça. Non, mais ça a contribué aussi à ça. Mais moi je pense vraiment que c'était de toute bonne foi. C'était le côté, moi je faisais ça gratos, j'ai mon métier à côté. C'était pas mon métier, c'est pas leur métier. Et on va arriver comme en littérature un peu traditionnelle, où il y a 90% de ce qui se fait, c'est pas des professionnels de la littérature qui écrivent, et on a 10% de professionnels qui en vivent, etc. Le problème c'est qu'en BD c'était pas encore ça, mais on y arrive de plus en plus avec des mecs qui sont graphistes, illustrateurs, ou qui font même complètement autre chose à côté. Voilà, moi j'avais une fille, là j'ai fait une interview, la fille elle était manageuse en formation, et à côté de ça elle écrit des BD le soir et le week-end. Voilà. Tout va bien. Non, mais voilà. Timo alors, Tata, on en est. Ah oui, qu'est-ce que tu penses de la BD numérique, de la BD au format numérique? Est-ce que ça va marcher? Pas du tout. Le dématérialiser. Moi, je pense que l'avenir, il est plus dans le transmédia que dans la BD uniquement numérique, etc. C'est-à-dire que là, on a des plateformes telles que Isneo, machin et tout. Alors, je suis pas sûr que ça décolle plus que ça, parce que avoir sa BD, avoir sa bibliothèque, avoir son truc, il y a quand même quelque chose qui reste. Et puis le BDfil, je pense qu'il est attaché à ça. Quoique les offres d'abonnement qu'Isneo a sorties récemment sont un peu plus intéressantes et permettent de découvrir pas mal de choses et après d'acheter la BD. Ouais. Le truc c'est ça, c'est que ça permet de découvrir et après tu vas acheter la BD. Par contre, j'ai vu des trucs très intéressants. Par exemple, là, Esprit BD à Angoulême montrait un truc que j'ai trouvé super cool. C'est t'arrives avec ta tablette, tu scannes une planche, en fait, non même pas, une planche en fait. Ah oui, et clac, l'iPad ou ton smartphone reconnaît et tu as des bonus en fait, en direct, comme ça, juste en scannant ta planche. Et ça, je me dis que sur de la BD historique ou même sur des BD, on peut avoir des bonus ou voir le mec qui est en train de dessiner ou faire des compléments d'information. Ou du son complètement. Pour te mettre dans l'ambiance du truc. Voilà. Et là, on peut avoir des choses. Alors, je sais que Lombard va sortir là une BD d'aviation uniquement
tourner avec des QR codes comme ça, en fait, D'accord, et donc, où on du pourra coup, avoir des vidéos, ok. des trucs en fait en direct pendant. Ça va sortir dans l'année normalement. Donc moi Très j'attends bonne de idée. voir ça pour. Voilà. Mais moi je pense que l'avenir de la BD elle est plutôt là-dessus, parce qu'on voit des trucs faits en HTML5, en machin, mais on n'est plus dans de la BD, on est dans de l'anime, quoi. Enfin, c'est-à-dire que la frontière, elle est mince. Ouais, après, moi, par exemple, je consomme pas mal de comics sur l'iPad en version numérique et c'est pas du tout animé, en fait. On est dans quelque chose de très basique, limite un PDF, finalement. C'est ça, ouais. Voilà. Moi, je sais que j'aime bien ça parce que, pour moi, le comics, c'est du consommer vite fait, quoi, en fait. Je fais pas de collection de ça, tu vois. Mais sur le comics ou sur le manga, je pense qu'il y a peut-être plus de choses, parce que ça a toujours été commercialisé un peu comme ça. C'est des trucs vite foutus en chapitre. Mais tu vois, par exemple, je vais parler de la BD Les Geeks, mais je pense que, tu vois, typiquement, ces BD comme ça, qui n'ont pas forcément un grand fil rouge, il y en a quand même un, mais bon, voilà, tu peux en profiter dans ce format-là numérique. Mais après, tout ne s'y prête pas, je suis d'accord. Quand tu fais une collection de Tintin ou même un Lanfeust, et quoique, même Lanfeust, la version manga est assez sympa et je pense qu'elle peut se lire comme ça. Mais après, si tu veux, moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce sujet-là, mais après, moi je vais te parler question tarif. Parce que quand tu vois aujourd'hui le prix du chapitre du manga, c'est, je sais plus quel éditeur fait ça, où tu peux avoir un chapitre de manga, juste un chapitre, et quand tu as acheté ton chapitre de manga en numérique, c'est comme si tu avais acheté limite 3 fois le manga. Bon, il y a un moment, faut arrêter, il faut qu'ils se rendent compte que ça marche pas comme ça en fait, et qu'ils revoient leur politique tarifaire. Pour le moment, ils sont complètement à la rue de ce côté-là. Les Walking Dead, je les ai tous lus sur mon iPad, et je les achète sur iPad, et ça me coûte... alors au tout début, il y en a même des gratuits, mais il y en avait quelques-uns à 99 centimes, d'autres à 1,79 €. C'est pas excessif, je trouve, en termes de prix. Et finalement, on est... on remarque, on n'est pas très... Les chapitres, en fait, ou les fascicules, en fait. D'accord, ouais. On n'est finalement pas très éloigné du prix US, mais... c'est quand même moins cher, quoi. Donc, oui. Non, mais parce que les éditions françaises aussi, c'est des belles éditions, c'est des beaux trucs, fait par Delcourt, donc voilà. Mais aux États-Unis, je pense qu'ils ont une longueur d'avance là-dessus. Quand tu vois l'appli de la Marvel ou l'appli, voilà. Déjà sur l'appli de la Marvel, t'as un peu des animes, mais c'est plutôt bien foutu par rapport à ce qu'on a pu voir ailleurs. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment bien Marvel, foutu. DC et Comixology, en fait, sont les mêmes, c'est les mêmes applis. C'est la même appli. C'est la même appli, mais là, et ils ont compris le niveau tarifaire aussi, où on a un prix qui est bas qui permet de qui permet de rentrer dans le truc, et puis après si tu vas acheter... Après, est-ce que c'est peut-être un problème franco-français aussi, le problème de la BD, enfin je dis franco-français, mais oui presque ça, le problème de la BD numérique. J'ai l'impression que ce sont surtout les éditeurs français qui freinent. Moi, pour en avoir parlé avec quelques auteurs dont je tairai les noms, eux étaient partants pour que leur BD soit en format numérique et même l'album moins cher, mais les éditeurs, pour eux, c'est juste hors de question. S'ils peuvent plus faire de dédicaces. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a d'un côté les éditeurs qui essayent d'y aller parce qu'ils voient bien qu'il faut y aller. Mais derrière, ça veut dire des contrats différents avec les auteurs et tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a rien de calé sur ce genre de choses. Il n'y a rien qui... Voilà. Parce qu'on a un peu une baston, en fait, pour savoir quelle part va revenir à l'auteur sur la BD numérique. Avec le syndicat des auteurs qui dit, non, mais c'est plus parce qu'il n'y a pas de frais de papier, machin. Et donc, pour le moment, c'est un peu bloqué aussi de ce côté-là. Mais en fait, si j'étais eux, j'accélérerais le mouvement parce que sinon, il va se passer la même chose que pour la musique et la vidéo. Et de toute façon, le piratage de la bande dessinée existe, et finalement, moins il y a d'offres légales, plus il y a de piratage. Donc, un rapport qui a été remis là pendant Angoulême disait qu'il y avait à peu près 40 000 bandes dessinées qui étaient dispo déjà sur Internet en libre piratage. Voilà, avec des... Alors plus ou moins facilement en fait, c'est ça, mais il y a vraiment de tout avec des trucs, et quand tu regardes ce qui est le plus piraté, ça va être du Lucky Luke, ça va être vraiment des vieilles séries, des... Voilà. Les mecs qui les impriment au bureau. Mais c'est ça, c'est les mecs qui les scannent au bureau et puis ils les envoient, et puis PDF. Sur les torrents, tu vas sur le site de torrent, tu vois que ça. C'est ça.
Alors c'est pas forcément très facile à lire justement parce que c'est un peu, enfin voilà, du page par page, voilà, c'est un peu. Puis sur la tablette, t'es obligé de zoomer. Voilà, mais en tout cas, il y a à peu près, voilà, il disait entre 10 et 15 000 vraiment accessibles pour tout le monde et 40 000 si tu cherchais un peu et que voilà, tu étais un peu. Bougez-vous, faites-nous une offre illimitée pour une vingtaine d'euros par mois. Non, mais c'est ce que je disais. Isneo là a mis un peu les pieds dans le plat, mais bon, il y a encore du travail, hein, mais. Ouais. Tiens, pour terminer, tes coups de cœur d'Angoulême. Qu'est-ce que tu as vraiment qu'est-ce qui t'a fait Qu'est-ce qui m'a fait plaisir, ouais. Je dirais le palmarès. J'ai trouvé ça bien qu'il y ait beaucoup de petites maisons d'édition qui raflent beaucoup de prix et que certains gros se prennent les pieds dans le tapis. Voilà. Parce que non mais il y a un moment, c'est un petit révolutionnaire. salaud. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un moment, il faut aussi un peu se remettre en question et tout ça. Enfin voilà. Et voilà, je trouve ça bien parce que tous les ans, on voit que c'est toujours les mêmes qui gagnent les mêmes prix, etc. Enfin voilà. Et là, bon, il y a quand même un message qui a été envoyé, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je pense que c'est un peu mon petit coup de cœur d'Angoulême. J'ai trouvé ça sympa. Le fait que les gros soient pris des baffes. Non, mais pas tous les gros. Non, pas tous les que gros. Certains gros soient pris. C'est ça, certains. Parce qu'il y a des gros qui font très bien leur métier et tout ça, mais il y a certains gros qui sont venus sans rien. Qui sont venus sans rien, on va dire. Une main devant, une main derrière. On va passer maintenant à nos petites questions rapides. Je commence ? Allez. Star Wars ou Star Trek ? Star Wars. Superman ou Batman ? Batman. Pourquoi ? Pourquoi Batman ? Parce que pour moi, c'est vraiment le héros de comics le plus intéressant. Superman, c'est pas intéressant. Enfin, ouais, super, il est super fort, il met des coups de poing. Enfin, voilà. Non, Batman, Batman, il en met des coups de chie, poing. quoi. Non, mais Batman, il en chie, quoi. Tu vois ? Tu sais, c'est la différence entre le bon et le mauvais chasseur. C'est ça, exactement. Non, mais Batman, il en chie, tu vois. Enfin, le mec, il a pas une vie facile du début à la fin. Il trime et tout, et à la fin, il se transforme en chauve-souris. Non, mais il en arrive à se transformer en chauve-souris. Sa planète. Oh, mais c'est rien. Il a pas une vie ça arrive à tout le monde. C'est bon. Et puis il travaille à la ferme. Enfin, je veux dire, il est avec les Kent. C'est un plouc. Enfin, merde alors, il démarrait mal dans la vie, quoi. Non, Batman, sans hésiter. Ok. Je suis d'accord aussi. Mario ou Sonic ? Mario, non, moi je suis un Nintendo fan depuis tout le temps. Je détestais les gens qui avaient des Sega, même à la cour de récré, et je leur tapais limité dessus. Moi j'étais Nintendo, j'ai eu toutes les Nintendo le jour de leur sortie, enfin console de salon, toutes les consoles de salon Nintendo le jour de leur sortie, c'était ma marotte. J'ai arrêté après la Super NES. Ouais. Du coup, t'es plus, moi j'ai encore ma Wii. T'es jeu sur mobile ou console portable ? Sur téléphone en fait ou... Ouais, moi j'ai ma 3DS qui me quitte pas. Et tu joues qu'à Mario et Mario Kart ? Non, Zelda aussi. La famille quoi. C'est ça. Je sais plus où on en est. Ouais, ciné ou série télé ? Ah non, beaucoup de séries télé. Ouais, plus que le ciné. Je suis sur Beta Series et là j'en suis à 17 en cours et c'est un peu trop. C'est un peu trop. C'est un peu trop, mais j'essaye de suivre. Il y a Space, hein, du coup. Mais du coup, non mais ouais, c'est ça, exactement. Ouais, mais ça, il n'y a que 14 épisodes et la série est complète. Mais c'est pour ça que j'aime bien les séries anglaises, parce qu'en général c'est court. Enfin, c'est genre 3 épisodes la saison. C'est ça. Mais ça c'est bien, enfin voilà, au moins c'est court. L'année prochaine, on va faire une série avec un seul épisode. C'est ça. Une saison. Ça durera 1h45, voilà. Je pense que c'est bien. Ça s'appelle un film. C'est ça, un téléfilm. C'est ça. Non mais en fait, je repense à Sherlock, puisqu'on en parlait la semaine dernière, mais ça fait 1h20, ils auraient pu les couper en fait et en faire 6 quoi. Mais non mais c'est avec un à suivre la semaine d'après, mais bon bref. On s'éloigne du sujet. Le Kindle ou la bonne vieille librairie ? Moi j'ai pas de Kindle, j'ai pas de tablette, tout ça. Non mais en fait, là, fait c'est plutôt l'opposé du numérique versus le papier. Ouais c'est ça. Non mais moi je suis pour très la BD, papier. Ouais, non mais pour la BD je suis très papier en fait. Parce que tu peux pas avoir de dédicace après. Mais non mais c'est ça. Non et puis même les éditeurs nous envoient. Il y a de la surface un peu. Non mais tu vois les éditeurs nous envoient souvent en avant-première les BD en PDF, tu sais, enfin juste au moins pour qu'on puisse regarder à quoi ça ressemble, tout ça. Enfin voilà. Mais moi j'aime bien aussi avoir l'objet, voir l'édition, voir à quoi ça ressemble, tout ça. Enfin voilà, ça me semble. Je sais pas, je préfère. Oui, puis avec le froid qu'il fait pour allumer la cheminée, l'iPad c'est pas pratique, alors que le truc de BD que t'envoie l'éditeur, c'est quand même super sympa. Ça prend de la place. Ouais, Blu-ray ou téléchargé ? Donc en fait, support physique, pareil, ou téléchargé. Non, enfin, support physique ou numérique Non, pour tout ce qui est plutôt vidéo, plutôt support numérique direct. Non, parce que les trucs... Alors j'ai pas mal de DVD, tout ça, mais je préfère avoir tout sur un disque dur, c'est quand même plus pratique. Quoi. Ouais, ou la VOD ou autre, quoi. Ouais, ou VOD, voilà. Mac, PC ou Linux ? Ah, PC, moi. PC. T'es PC, toi ? Ah ouais, moi je suis PC.
ok. Ouais, comme quoi. Hein. Comme dit la pub, moi je suis PC. C'est ça. Et du coup, iOS, Android ou Windows Phone? Android, jusqu'au bout. Ah, ok. Moi, c'est... Non, mais ça aurait pu du coup être Linux et Android, tu vois, là, non, c'était... mais c'est mon côté anti-Mac, enfin voilà, D'accord. depuis très longtemps, tout ce qui est Apple, je ne supporte pas trop. Ah bah là, t'es... Ouais, je suis un peu cerné, ouais, je me sens mal. Attention, Xbox 360, PS3 ou oui? Oui. Ah ouais, voilà. Elle a un peu déjà répondu. C'est juste parce qu'il y a Zelda. Ouais. Pepsi ou Coca? Coca. Bien. Donc on peut continuer. Jeu de rôle papier ou MMORPG? Les deux. Les deux, mon capitaine. Ah non, tu dois choisir. Là, il faut que tu choisisses. Il devait en rester qu'un. Tu pars dans pas tant que Highlander. t'as pas choisi. Ah, c'est dur. 3 quarts d'heure plus tard. Non. Pendant ce temps-là. Non, jeu de rôle papier. Papier. Ouais, j'ai un peu arrêté WoW là, donc voilà. Ouais, et puis ça coûte moins cher l'abonnement. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Bah de rien, on c'est te moi qui retrouve suis donc ravi. sur bdo.fr. C'est ça. Tu as un blog aussi? Ouais, Merton fait sa bulle sur merton.fr. Ok, et ton Twitter est donc @merton_fr. C'est ça, exactement. Vous retrouverez tout ça évidemment dans les liens de l'émission. Bah, merci encore d'être venu. Bah merci à vous. Et bonne continuation. Et puis à la Bah oui, prochaine. bah pareil. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Pour conclure cette émission sur une note feng shui, il nous a hypnotisé ce con de Monsieur Soleil là. Enfin, un son de Monsieur Soleil, parce que ça s'appelle pas comme ça en vrai. Mais... Bref, on va pas revenir là-dessus. On l'écoute pas. Oh, toi aussi, tu vas pas t'y mettre. Hein. Donc, pour conclure, je vais lui envoyer mon Shepard. Je pense qu'il va faire une bouchée de ton truc là. Shepard. Donc pour conclure cette émission, Timothée. Eh ben alors, Angoulême, c'était génial. T'as mangé des saucisses, je crois, là-bas? Non, j'ai juste mangé Quick. Là, t'as été manger chez Quick. Un grand classique Dark Burger, d'Angoulême. un Jedi Burger. Le Jedi Burger et le Dark Burger, mais ça, c'était cette semaine, c'était après Angoulême. On devrait faire critique culinaire aussi, je pense. Ouais. C'est la grande cuisine. Hein. Et qu'est-ce qu'il y avait de... Ben alors... Front Mission, moi j'avais joué sur PlayStation et donc je sais plus quelle version c'était, et c'était il y a longtemps. Mais il y en a un paquet. J'avoue que le manga il me dit bien, il me plaît bien. Graphiquement c'est sympa. Hein. Ouais, le dessin est vraiment cool. Ouais. Ensuite, le jeu vidéo de Bastien Vives, je l'ai lu et c'est vraiment pour les gamers, c'est juste parfait. Lolita HR, je l'ai pas lu. Mais en fait, quand j'étais à Angoulême, je suis passé plusieurs fois sur juste des tout petits flyers qui étaient scotchés au mur, qui parlaient de ce truc-là, et je trouvais déjà la couverture assez sympa, donc j'avais déjà envie de les couvertures sont sympas, ouais, vraiment. Et après... Spaced. Ah, Spaced. Alors ça, il faut que je me le chope, parce que rien que sans le son, avec le fond derrière, j'étais déjà mort de rire, donc il va vraiment falloir que je vois ça. Puis je regarderai ça une fois que je serai dans un building sous l'eau. Voilà, non mais regarde-le avant, parce que le choix du building sous l'eau... Feng Shui, le building. Feng Shui, ouais. Parce qu'il fait ça. Il fait ça aussi, je pense, avec la marée. Parce qu'en fait, au lieu des éoliennes en haut, c'est que des Monsieur Soleil. C'est ça. Ils font tous comme ça, avec de l'énergie solaire. Ça c'est génial comme fin d'émission. Allez, la semaine prochaine on répond à votre courrier, donc il faut penser à envoyer votre email à courrier@geeking.fr. Sinon évidemment on ne pourra pas y répondre. Laissez des commentaires aussi sur iTunes évidemment, avec si possible 5 étoiles, ça nous arrange. N'hésitez pas à commenter aussi sur le site comme d'habitude. Et puis voilà, et bientôt on va tester les torrents d'ailleurs, donc du coup vous pouvez télécharger Geeking en torrent. Voilà, sur ce on dit au revoir peut-être. Au revoir. Endorses Plaid. I have been a nerd since long before anyone heard that Bev and Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. 1, 2, 3. Faut peut-être que je lâche mon dos.
C'était quoi ce Voilà. bug bizarre? Non, c'est fait exprès. C'est un effet à la Matrix de l'époque. Donc, mais c'est vrai en plus. C'est vrai. C'est vrai. 1999. Alors. C'est parti, c'est branché. Ah non, là je suis connecté sur l'iMac. Ah mais grave, attends. Mais comme ça, tu me transfères les files, c'est ça? Attends. Tiens. Je vais t'ongler. T'entends une voix. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il est sur l'iMac. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Moi j'en ai marre, je veux bouder. Allez. Je veux mon Monsieur Soleil. Il est là. Il est très bien. Oui, mais tout le monde doit mais tout le monde doit savoir à quoi ça se réfère. Je veux dire, tu es la maître dans l'art de péter avec tes bras. Enfin, je veux dire, tout le monde en a été témoin. On fait jamais aussi bien que l'original. C'est clair. On fait qu'imiter, nous, tu vois. La copie n'atteindra jamais l'original. Ça, c'est pas possible. Synchro, lui, je veux pas dire, mais. Oh la vache. C'est feng shui finalement. Ouais. C'est vachement feng shui comme truc. Ah, je suis relaxé là. Je suis détendu, mais grave. Je vais te coucher, là,